Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, retour sur les écrans avec un nouvel épisode du format on-screen qui s'intéresse, comme vous le savez toutes et tous très bien, aux adaptations de comics sur les différents écrans. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas vraiment l'adaptation d'un comics, mais c'est quand même l'adaptation d'une œuvre qui nous parle de super-héros, puisque l'on va parler du film Comment je suis devenu super-héros, réalisé par Douglas Attal, disponible depuis le 9 juillet 2021 sur Netflix et adapté du roman éponyme de Gérald Bronner qui était sorti de mémoire en 2007. Alors, un film de super-héros français qui reprend les codes un petit peu de l'héroïsme, mais aussi qui s'inspire beaucoup du polar, puisqu'il y a quand même beaucoup de différences avec le roman initial, sur le simple fait, par exemple, que l'intrigue du bouquin se situe à New York, alors que là, on est dans Paris. Et on va voir comment cette proposition a été perçue à la fois par l'ami Corentin, qui est bien entendu présent avec nous. Salut. Et aussi par notre invité du jour, qui est Aristide. Salut Harry. Salut tout le monde. Est-ce que tu vas bien ? Je vais très très bien. Je suis en vacances, donc c'est cool. Alors justement, Harry, les gens ne te connaissent pas encore puisque tu n'es pas encore venu sur First Print. Est-ce que tu peux nous dire juste qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel est un petit peu ton rapport à la pop culture ? Comment consommes-tu tes comics ? Moi, je travaille dans l'éducation. J'ai 31 ans et du coup, moi, mon rapport à la pop culture, je suis un grand fan depuis tout jeune. J'ai commencé par les séries animées que je regardais. Après, je suis arrivé beaucoup plus tard sur les comics. Mais moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est vraiment le dessin animé X-Men ou le dessin animé... Ouais. La version... Je sais plus c'est quoi le... C'est X-Men The Animated Series de 1992, disponible aujourd'hui sur Disney+. Ce petit placement de produit comme ça. T'as touché un chèque ou c'est Complètement, juste... complètement. Je suis corrompu maintenant. J'ai rien vu passer. Oui, donc les séries animées, donc X-Men, Batman, comme un tel tout enfant des années 90, j'ai envie de dire, clairement. Ouais, c'était X-Men Evolution, c'était mieux. Ce sera un débat pour une autre fois. Donc aujourd'hui, tu continues à aller voir les films, à lire des comics. À lire. Alors j'ai un petit peu arrêté un peu les comics au cinéma, les trucs Marvel. J'ai eu un petit peu ta dose. La super-héros fatigue. Et la super-héros fatigue. Et là, on va en reparler, mais c'est vrai que c'est un peu renouvelé entre les séries et ce type de proposition. Moi, je suis un peu content de ce renouveau télévisuel, quoi. Ok, c'est-à-dire que tu avais été un petit peu au courant de la venue du projet, tu avais suivi que le film existait, qu'il était en préparation depuis quand même quelques années, tu avais suivi un peu tout ça. Je pensais qu'il était mort, vu qu'on avait entendu parler il y a longtemps. La première fois qu'il est apparu, c'était en 2015, quand il a été présenté au Comic-Con Paris, avec en plus un casting qui n'était pas celui qui allait être abouti. Ouais. Ce qui me permet juste, entre parenthèses, de vous rappeler qu'il y a un épisode Super Friends avec Douglas Attal et Vima Laponce pour explorer les coulisses du projet du point de vue de celles et ceux qui l'ont fait. Mais revenons quand même. Donc, toi, tu pensais qu'il avait disparu. Ouais. Et que du coup, je me suis dit, c'est encore une proposition française un peu originale qui tombe à l'eau. Et j'ai trouvé que c'était dommage. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce, c'était l'année dernière qu'il y a une première bande-annonce et que finalement, c'est sorti et que je trouvais que moi, dès la première bande-annonce, j'étais saucé de la manière dont c'est filmé, les plans qu'ils proposaient, l'ambiance qui était présentée dans cette bande-annonce. Moi, j'étais directement happé. Et bon, c'est vrai que c'est dommage, j'aurais préféré le voir quand même au cinéma pour voir ce que ça rende. Mais bon, il fallait demander, frérot. T'as pas DM, c'est bizarre. Quand même. Ouais, mais là, c'était très tard. Je n'ai pas de DM à 2h parce que j'ai vu tard. Mais sinon, je suis vraiment enthousiaste pour ce genre de proposition dans le cinéma français pour que on ait des choses qui se renouvellent et qui nous fassent kiffer autrement le super-héroïsme. Corentin, toi de ton côté, t'avais un peu suivi le truc ? Ouais, pas trop en vrai. Non, mais je sais, c'est pour ça que je te pose la question. C'est pour ça que je te pose la question sincèrement, parce que c'est clairement moi qui m'occupais de relayer l'actualité. Mais moi, il y a un truc, c'est de base, le cinéma français, à quelques rares exceptions près, c'est pas un truc qui m'agite beaucoup. Ça, c'est triste. Con parce que je travaille quand même dans un cinéma qui passe beaucoup de productions françaises, mais de toute petite taille, tu vois. C'est plus ça, la limite. Et le cinéma de genre français, à part l'horreur, je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'on avait vraiment eu un gain qualitatif en 10-15 ans. Sur le polar, des très vieux trucs, tu vois, genre Garde à vue, tous les Gabins et tout ça, ok. Après, tu vois ce qui s'est fait depuis, même les Marshall, tu vois, je suis pas un énorme fan.
Ça dépend combien de temps on consomme, parce qu'à force, ça devient un peu relou, mais parmi les premiers et tout, il y en avait quand même des sympathiques, quoi. Tu penses à quoi, du coup? Au départ, 36 qui a des offerts. Ouais, non, celui-là, il est bien, ouais. Puis même la série la première saison de Braco sur Canal aussi, c'était quand même un bon délire, quoi. Ouais. Les séries françaises, pour le coup, tu as Marseille, Baron Noir, tout ça, pitié. Non, alors Marseille, non, Baron Noir, par contre, c'est joué à mort, mais bref. Autre débat. Du coup, non, je sais même pas. En fait, c'est parce que tu m'as emmerdé avec pendant si longtemps que j'ai fini par m'y intéresser. Et puis c'est vrai que le casting est assez dingue. Tu vois, Vima Laponce, que je connais du coup d'autres trucs. Pio Marmaille, que je connais un peu parce que déjà Burger Quiz au départ. Et ensuite les quelques films que j'ai vus de lui. C'est un très bon Burger Quizzer, je trouve. Tu vois, c'est vraiment. Et puis après, le côté. Benoît Poulvord aussi. Poulvord, oui, forcément. Mais même Poulvord, tu vois, c'est en dents de scie un peu. Mais Swan Arlo, c'est pareil, c'est aussi vachement en dents de scie, je trouve. Il est pas toujours. D'ailleurs, dans le film, on pourrait le dire, il est pas extraordinaire, c'est pas le meilleur du casting. Mais c'est vraiment en fait ce côté, cette espèce de mélange, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment quand on fait du genre à la française, c'est qu'est-ce que la culture française peut apporter, la culture française. Qu'est-ce que notre savoir-faire à nous peut apporter. En l'occurrence, c'est effectivement assez inspiré par justement la spécificité du polar vraiment français. De la même façon que Crisis Young est inspiré par la VF d'Hokuto no Ken et tout ça, tu vois, moi, c'est cette espèce de rencontre des imaginaires qui m'intéresse, et donc j'ai fini par m'y intéresser, j'ai fini par le regarder. Je suis plutôt satisfait, au demeurant. Par contre, je pense que quelque part, c'est effectivement, on voit que le projet a un peu tiré la langue, qu'il a mis assez longtemps à se faire, et qu'il y a plein de bonnes idées, mais que ça reste assez court, assez contenu. À mon sens, il y a de la place pour une suite. Limite, il y aurait de la place pour une mini-série, en fait. Je suis un peu déçu que ça sorte sur Netflix, même si quelque part, ça pourra peut-être récupérer les quelques fans français, les 3 fans françaises de Project Power. Qui est un peu dans la même veine. Et sinon, que te dire de plus, je suis comme Aristide, je suis content de voir que le genre, entre guillemets, et le super-héros peut comme ça se diriger vers un truc qui ressemble pas à ce que font les Américains, qui ressemble pas à ce que font les blockbusters précisément américains. Donc voilà. Donc si on te demande ton avis sans trop spoilers du coup sur la structure générale du film, sur l'ensemble, comment traduirais-tu ce sentiment courant? Je dirais qu'il y a de très bonnes choses dans le sens où ça prend son sujet au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas une parodie. C'est pas une parodie, mais c'est même pas non plus un Marvel, tu vois. C'est-à-dire que ça va pas s'excuser de faire justement du super-héros. Ils vont pas faire des blagues sur les costumes, ils vont pas faire de blagues sur l'historique méta que peut avoir le super-héros au cinéma. Les acteurs, je les trouve plutôt bons dans l'ensemble. Je trouvais Marmaille un petit peu à côté de ses pompes au début, puis finalement au cours du film, il trouve son tempo. Vimala est extraordinaire comme souvent. Poulvord m'a agréablement surpris. Je trouve qu'il fait une petite remontada, Poulvord, depuis le aide-moi Arnaud, le film qu'il a fait avec. J'ai un énorme trou. Je déteste quand ça arrive. Je suis pas spécialiste de la filmographie de Poulvord. D'accord. Donc, je vais retrouver pendant le truc. Ouais, tu diras après. Mais du coup, voilà, il a quand même un rôle plutôt agréable, plutôt touchant. Moi, c'est vrai que tu vois, par exemple, j'ai un père qui est un peu dans une situation de handicap, donc de voir Marmaille qui va voir le gars, qui lui amène à bouffer et tout, et lui qui veut continuer à rester vivant et actif, ça m'a un peu parlé. Je trouve les FX de plutôt bonne facture. On est quand même au-dessus du niveau CW, on va dire, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Ça reste un peu criard à 2-3 moments. Le rythme était sympa, un peu cadenassé, et dans l'ensemble, non, je passais un bon moment, quoi. J'étais assez content. Arist, à toi de surenchérir. Moi, là, il y a un truc que tu parlais, c'est dommage que ce soit pas sorti au cinéma, et en fait, je me dis que le genre français, je sais pas s'il a sa place au cinéma ou si ça fonctionne au cinéma. Alors je sais pas si ça fonctionne beaucoup, en tout cas sa place, j'ai envie de dire que oui, particulièrement au jour d'aujourd'hui, on enregistre, c'est à l'heure d'aujourd'hui qu'on dit, c'est pas au jour d'aujourd'hui, mais à l'heure d'aujourd'hui, on enregistre ce podcast, on vient quand même de passer 5 semaines complètement folles, où on a eu Méandre, La Nuée, Teddy, Médecin de nuit, là il y a Titan, le nouveau du Cournot qui vient de sortir, donc le cinéma de genre, il vit quand même, tu vois, en tout cas là on a une belle exposition. Attention, on n'a pas vomi devant Titan quand même, faut... Non, mais après, moi, j'ai pas du tout les chiffres, mais je sais pas si ça a fonctionné. Teddy est resté à l'affiche. C'est vrai que Teddy, je crois, il est resté à l'affiche 2 semaines, donc j'imagine que c'était plus compliqué. Je crois que La Nuée, c'est pas non plus. La Nuée, ça n'a pas dû être excellent. Mais je veux dire que la proposition, elle existe. Et à mon sens, bien entendu, qu'elle mérite complètement. Elle a complètement sa place au cinéma. Mais après, il faut aussi qu'elle soit soutenue. Et j'imagine que là, c'est très certainement une autre question. Et c'est pour ça aussi que très souvent, on dit. Que le cinéma de genre n'existe pas ou qu'il n'est pas assez visible, mais parce que aussi tu as une grosse partie du cinéma qui est où on réduit dans l'imaginaire public en fait à juste les comédies avec un poster bleu et des lettres jaunes et Christian Clavier sur l'affiche, alors que c'est pas du tout que ça, quoi. Au poste. C'est le film que je cherchais de Dupieux.
Ah, de Dupieux. Ah, oui, ok, de Ok, Dupieux, d'accord. excusez-moi pour le gros trou. Continue. Ouais. Et du coup, bah ouais, moi au niveau du cast, tu avais commencé sur le cast. Bah moi, ouais, la première partie, par exemple, Laila Bekti au début, j'ai pas réussi à trop comprendre ce qu'elle cherchait, quand elle était avec les enfants, les jeunes. Enfin, on va en parler dans la partie spoiler, mais Yes. je trouvais qu'elle avait monté en puissance. Pareil, alors Clovis Cornillac, incroyable, vraiment. Une présence vraiment folle. Le Captain America. Ouais. Massive. Non, après, c'est cool de l'avoir récupéré, franchement. Oui, non, en vrai, oui. ça fait partie, parce que aussi, Oui. Cornillac, pareil, hein, sa oui. filmographie, il y a plein de choses à dire dessus. Brise de Nice. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Astérix 3. Non, mais ouais, mais Ils se sont retrouvés avec du coup avec Paul Vord. C'est vrai qu'ils après étaient Astérix, dans Astérix 3, effectivement. Ouais. c'est quand même un gros nom aussi. C'est aussi un grand nom du cinéma français. Oui, quoi, bien tu sûr, vois. bien sûr. Non, mais il a fait des vrais bons trucs aussi. Hein. moi j'ai bien aimé. Alors j'ai pas son nom de l'actrice, on en a parlé tout à l'heure, qui faisait la fliquette. Oui, donc Vima Laponce, ouais, Vima le Laponce. lieutenant Schatzman. Ah oui. Bah, j'ai bien aimé sa proposition, ce qu'elle donnait. Bah, Pio Marmaille, je trouve il est nickel, il est Pio Marmesque. Et je connaissais pas le réalisateur avant. J'avais Bah non, jamais c'est son vu premier long ce qu'il métrage, avait hein, fait. donc Ok. voilà. Donc voilà. Ok, très bien. Et toi, Arnaud? Ah, bah encore un, enfin tu me poses la question, comme si ça intéressait les gens. En fait, Harry parlait avant et j'ai parlé aussi avant, donc du coup, c'est normal que je te la pose maintenant, en fait. Oui. Tu vois. Quelle question me poses-tu alors? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Arnaud Kikou? Je vais te dire ça tout de Toi qui as suite. interviewé le réalisateur et l'actrice Tout à fait. principale. Bah, Donc, du coup, il est pas du tout je suis complètement corrompu. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais pas qu'on fasse juste à deux avec Corentin, puisque effectivement mon avis, j'imagine, est un petit peu biaisé. Mais non, mais le truc c'est que ce qui est vrai, c'est que personnellement, alors c'est vrai qu'en 2015, j'avais pas du tout suivi vu que je n'étais pas au Comic-Con, j'avais pas suivi qu'il y avait eu une première présentation. Mais à partir du moment où il y avait eu des affiches qui étaient présentées, des premières images et tout ça, moi le truc c'est que clairement, le projet en tant que tel, déjà sur le papier, il me parlait immédiatement parce que bah, j'aime les super-héros, ça, effectivement, c'est une évidence. Mais je suis un très gros aussi, je suis vraiment très friand des polars à la française. Alors, c'est vrai que j'ai un kink pour les Olivier Marchal, même si c'est pas toujours bien, mais il y a vraiment plein de ces films comme ça, du polar vraiment très noir, que ce soit de France ou de Belgique et tout. Je trouve qu'il y a des choses formidables qui sont faites. Et forcément, bah, le mélange des deux, surtout que je l'identifiais directement dans les teasers, dans les trailers, je disais, ouais, je vois en fait que le mec me parle à la fois d'un univers que j'aime en BD et tout ça, et au cinéma, mais aussi reprend les codes d'un autre type de fiction que j'apprécie particulièrement. Donc après, je t'avoue que le casting, je connaissais quand ça a été annoncé, je connaissais que Laila Bekti et Vima Laponce en fait. J'avoue. Ah, et Bona Poulvord aussi en fait. Je connaissais pas, mais je connaissais pas Pio Marmaille ni Swan Arlo. Donc je me demande si j'ai pas découvert Pio Marmaille avec ce film-là du coup. Bah il y a un an, parce que moi du coup on avait droit à des projections de presse. T'avais pas vu le Alain Chabat où il joue le Père Noël? Non. C'est vrai? Oui. Oh, il est marrant. Ouais, bah, non, mais j'ai rattrapé, mais du coup, je l'ai même vu par après, du coup, parce qu'il est dans Médecin de nuit, justement, aussi, Pio Marmaille. Okay. Donc, voilà, mais c'est vrai que moi, après, je l'avais vu il y a un an, alors qu'il devait sortir en octobre à la base. Et ouais, j'ai été conquis, parce que pour moi, c'est un film, alors Corentin l'a déjà dit, mais tu sens, en fait, parce que le problème, quand on fait du super-héros en France, ou quand on essaie de transposer à chaque fois un truc qui est estampillé, genre ça vient des États-Unis et qu'on le décalque en France, bah t'as déjà un ressentiment très méprisant de mépris d'une partie des gens qui disent ouais, de toute façon nous on essaie de copier les États-Unis, on n'arrive jamais à faire bien les choses, alors que c'est factuellement, enfin techniquement c'est faux aussi, même sur le principe de la BD, parce que il y a eu du super-héros en France, il y a eu des super-héros créés en France depuis des décennies en fait. Alors c'est vrai qu'on ne met pas énormément en avant, mais ça a eu le mérite d'exister. Et même si tu demandes à des lecteurs un peu plus vieux que nous, que tu leur parles de Jean-Yves Mitton, de Photonique, de Micron et tout ça, Micros, et ben il y a un historique, tu vois, il y a vraiment et puis quelque part même dans l'historique et tout, après faut s'intéresser vraiment au sujet, mais qu'il y a des héros des créations françaises qui vont directement inspirer ensuite des super-héros américains. Bah, Fantomas avec le personnage de Grant Morrison, Fantomex, oui, par exemple, entre autres, tout simplement. Je veux pas, Netrunner aussi, Grant Morrison. Est-ce que Joker, on peut le compter un peu dans ça? Bah techniquement oui, c'est avec Lam Kiri, c'est clairement. Hugo, mais c'est l'adaptation allemande, du coup lui il a beaucoup voyagé en fait. Mais le truc c'est que voilà, enfin on sait aussi le faire. Il y a encore des publications qui sont certes moins en vue parce que bah aussi on n'est pas
on n'est pas le pays enfin nous les blockbusters, effectivement c'est Astérix quoi, tu vois, c'est là où il y a vraiment beaucoup d'argent engrangé pour des trucs de plus petite production. C'est vrai qu'il y a eu HeroCorp mais qui prenait pas non plus la chose forcément au premier degré, qui était un peu parodique. Et Vincent n'a pas d'écaille. Et Vincent n'a pas d'écaille. Mais tu veux raconter l'anecdote de Vincent n'a pas d'écaille? Je crois que les gens ont envie de savoir ta séance de Vincent n'a pas d'écaille. Mais Vincent n'a pas d'écaille qui était... Non, mais par contre, c'est vrai que la séance que j'ai passée, elle était parce que grosso modo, c'est vrai que par contre, c'est vraiment un film d'auteur français où il y a vraiment 1 million d'euros de budget max, vraiment, parce que c'est très minimaliste. Mais grosso modo, c'est l'histoire d'un mec qui, au contact de l'eau, a des super pouvoirs. Donc, enfin, une super force. Et le fait, c'est qu'il est dans un village, et ça se passe dans un village reculé du sud de la France et tout. C'est très bucolique. Il rencontre une meuf qui est jouée de mémoire, qui est aussi jouée par Vima Laponce, du coup. Donc, moi, je l'avais vu là-dedans aussi. Et vu qu'il y a un lac, et ben souvent, il va se baigner et il fait du coup, il a une super vitesse et du coup, il fait un peu des sauts de dauphin, un peu. C'est un peu bizarre. Mais du coup, c'est vrai que si t'aimes pas là parce que c'est plus que du genre, c'est vraiment le film d'auteur machin, c'est très contemplatif, mais c'est un regard, c'est une forme de regard, et en vrai c'est pas si mal fait ça. C'est vrai que la séance, j'étais avec mon coloc de l'époque qui a tendance à beaucoup s'endormir au cinéma et en fait le truc c'est que à chaque fois que je voyais qu'il s'endormait, je disais devine il fait quoi Vincent là, et il faisait il s'est foutu de l'eau. Il se baigne et tout, et le truc c'est qu'à chaque fois c'était effectivement ça quoi. Mais voilà, le truc c'est que justement par rapport aussi à Vincent n'a pas d'écaille qui fait le truc de façon hyper minimaliste, j'en reviens du coup au film en question, c'est que comment je suis devenu super-héros, tu sens que derrière Douglas Attal, il kiffe les super-héros, tu vois, et qu'il avait pas envie de faire un truc minimaliste où on n'assume pas, mais il avait pas non plus d'être dans le décac rigolol et tout, et on se marre, il veut vraiment juste faire un truc avec des personnages qui sont en costume et que nous on prenne ça au sérieux. Alors après, ça explique aussi, je pense, certains choix, comme le fait, enfin j'imagine aussi même par rapport à des questions de déplacement technique ou de budget, que tu transposes l'action de New York à Paris, par exemple, pour avoir vraiment un truc à la française, parce que vraiment, dans le bouquin de Gerard Bronner, ça n'a pas grand chose à voir, hein, vraiment, puisque en fait on est à la place effectivement du personnage qui est joué par Pio Marmaille, mais qui dans le bouquin en fait, donc c'est Titan, en fait c'est un super-héros en activité depuis sa vingtaine. En fait il est en grosse crise de la quarantaine parce qu'avec sa meuf ça va pas. Il enquête effectivement aussi sur des super-héros qui se font dézinguer, mais en fait c'est une histoire, tu veux, qui va beaucoup plus chercher, parce que du coup Gerard Bronner c'est un sociologue, et clairement en fait son bouquin c'est vraiment une façon pour lui de discuter en fait de toutes les thématiques un peu bresson autour des figures de super-héros, c'est-à-dire par exemple le fait que des adultes entraînent des gamins dans leur quête de vengeance ou de justice, c'est pas normal. Et si ça se passait vraiment, en fait, est-ce qu'on dira pas que le gamin en fait est juste une victime, enfin que le gars le viole, quoi, tu vois, grosso modo. C'est vraiment avec des traumatismes comme ça, tu vois. Et donc c'est assez noir, et là en fait on garde certains personnages comme Monte Carlo, tu vois, on garde le fait qu'il y a des classements de super-héros, c'est à la télé dans le bouquin, et là c'est sur YouTube par exemple. Donc il y a plein de petits éléments qui arrivent. Gigaman est aussi là-dedans, et l'intrigue tourne aussi autour de Gigaman dans le bouquin. Donc il y a vraiment, tu vois, il y a pas mal de petites choses qui restent, mais dans l'ensemble c'est quand même pas du tout la même histoire. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était juste pour exposer les différences là-dessus, quoi. Mais du coup, donc je trouvais juste le projet ultra sincère, en tout cas dans sa démarche, avec des problèmes surtout sur le dernier acte, parce qu'il y a quand même alors d'un point de vue purement technique, il y a pas des faux raccords, mais ça va très vite en fait. Tu sens vraiment que c'est très accéléré, et le film fait effectivement 1h38, je crois. Je pense qu'il aurait pu prendre 20 minutes de plus et avoir un peu plus de temps de dialogue, ou même dans l'avancée de l'enquête, parfois tu trouves que d'un coup ça s'accélère vachement. Donc voilà, ce genre de petits problèmes. Tout n'est pas parfait d'un point de vue effets spéciaux, notamment sur la fin, donc bien entendu, parce que ça peut pas être toujours parfait, mais vraiment par rapport à un premier film, le casting il est quand même dingo, je trouve, franchement. Ça se débrouille super bien dans sa réelle, dans la proposition de l'histoire, donc clairement moi je suis dans la partie go, faites-nous une suite. C'est vrai que ça pourrait se décliner en série au final, puisque tu peux faire comme Powers, on va en reparler, mais en fait tu pourrais très bien le décliner en série policière avec du super-héros à côté, mais avec un minimum de budget, réussir à faire Powers, mais en bien, quoi. Donc j'ai pas tenu plus d'un seul épisode sur Powers. Je l'avais regardé quand même à l'époque, parce que vu que j'ai une PlayStation, j'avais accès facile au truc, vu que c'était la série exclusive PlayStation. C'était une série sur le PlayStation Network. Ouais, c'est ça.
Le SEN, c'est ça, Sony Entertainment Network. Ouais, un truc comme ça. Il y avait eu à l'E3, t'avais Bendis grosso qui modo, était arrivé. t'avais le PlayStation Plus et en fait, t'avais Voilà, accès c'est ça. à tous les épisodes. T'avais vu l'E3 où Bendis était arrivé sur scène et avait hijacked le truc. Il avait parlé pendant un quart d'heure de la série Powers, qui n'était pas du tout prévu, il s'est fait engueuler derrière, etc. Ah ouais. J'avais vu la conf en direct à l'époque, comme Xbox l'avait couverte. C'était incroyable. Ok, non, ça, je me rappelais pas, quoi. Mais du coup, voilà, tu vois, tu pourrais vraiment décliner ça en une série Powers et de toute façon, qui est une inspiration évidente de l'adaptation, puisque Bendis est remercié dans les ending credits, quoi. Donc voilà, mon avis, il est quand même aussi positif. Oui, Corentin, Si je peux juste rajouter un truc. oui, tu peux rajouter un truc. Dans les ending credits, il y a aussi un autre mec qui est Oui. remercié, entre guillemets, qui est Luc Besson. Bon, il y a Alan Moore aussi, mais Okay. qui est Luc... En fait, du coup, ça veut tout et rien dire, puisqu'évidemment, il y a une tétrachie de noms qui sont remerciés, y compris la famille de Attal, etc. Et puis plein d'auteurs de comics, puisqu'il cite Bruce Timm, il cite effectivement Brian Bendis, il cite Alan Moore, il cite tous les gens, grosso modo, qu'on cite généralement quand on parle de la culture comics au sens large. Et donc il y a Luc Besson, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, le film il a aussi un petit cachet EuropaCorp. C'est pas un gros mot, je veux dire, EuropaCorp a fait de très bons films, et Luc Besson lui-même a un peu contribué à faire bouger les lignes du genre en France avant qu'on s'aperçoive que c'était un affreux individu. Et c'est vrai que quand tu regardes de près, le côté un peu polar, mélangé avec du genre, mélangé avec ce côté un peu américain, mais qui garde ce truc un peu français, une envie de mettre un peu de prod, une envie de mettre un petit peu justement des gros acteurs en avant et tout. Peut-être que justement, comme on espérait un peu, on a espéré 10 fois qu'il y a un nouveau Besson, qu'il y a une nouvelle génération comme ça de films par des passionnés qui arriveraient à faire le grand écart entre les deux côtés de l'Atlantique. On croyait que ce serait Kassovitz, ça n'a pas été Kassovitz. On croyait que ce serait... moi, j'ai pas cru que ce serait Mégaton, mais il y a peut-être des gens qui ont cru que ce serait Mégaton ou Richet. Et en définitive, là, tu vois, on retrouve un petit peu ce truc qu'on avait dans les années 90, de faire du blockbuster un petit peu à la française, justement, avec un imaginaire qui est plus américain, une mise en scène aussi qui est peut-être plus maximale, tu as plus blockbuster, plus divertissement et tout. Et du coup, ça en a aussi les défauts, c'est que effectivement, ça cherche pas forcément à raconter un truc extraordinaire, un propos très développé, contrairement aux polars dont tu parlais tout à l'heure, qui vont quand même beaucoup plus loin en termes de regard sur la société. Bon, après, il y a 300 pages, quoi, donc t'as plus de temps de développer. Hein, je sais bien, mais ce que je te dis, tu vois, c'est que du coup, ce format des 1h38 fait aussi que le film passe plus comme un bon divertissement que comme justement une sorte de satire ou de réflexion sur le super-héros en général. Après, je suis pas sûr que ça a été le but de vouloir faire de la satire ou de la réflexion comme le fait le bouquin. Puis après, peut-être que c'est juste moi qui le lis comme ça parce que j'ai une pratique de ces univers assez quand même maintenant qui commence à pousser. Donc j'arrive à voir aussi de quoi l'auteur veut me parler. Mais après là, on est aussi par rapport à cette question de comment on se comporterait dans une société en fait où des gens ont des capacités ou pas et de voir comment c'est appliqué. Même par rapport à l'utilisation d'une drogue. Enfin, c'est cette idée même de la drogue qui te fait avoir des pouvoirs qui est quand même antédiluvienne, puisque c'était déjà à la base de plein de personnages dans le Golden Age. Mais qui est intéressante de voir là aux sources d'une forme de trafic pour justement mêler cet aspect avec un truc plus policier. Ouais. Mais moi, il y a un truc que j'ai trouvé un peu intéressant dans le film, c'est que sur les passifs et les passés des personnages, on en dit un peu, mais sans en dire trop. Moi, j'ai tendance à pas trop apprécier quand j'ai trop de détails. Et là, je sais pas si c'est une inspiration de Moore, mais par exemple, dans Watchmen, on a le passé de certains personnages, mais il y en a d'autres où on sait plus ou moins ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont été dans leur passé. Après, avec la série qui est sortie sur HBO, on a des... alors, je sais pas si elle est canon par rapport aux comics, mais bref, on découvre des passés de certains personnages. Et moi, je trouve que c'est intéressant de laisser une part d'imaginaire sur des personnages, quoi, qu'on puisse avoir... sur le personnage. Tu puisses créer l'histoire tout seul en imaginant avec des détails et tout. Ouais. Parce que là, par exemple, je ne vais pas trop spoiler, mais les 3 principaux persos, je sais pas, l'espèce de petite Dream Team là qui est présentée, on sait rien exactement de ce qu'ils ont fait. On sait qu'ils ont été illustres, on sait qu'ils ont été forts, qu'ils ont permis de faire certaines avancées, mais on ne sait pas exactement d'où viennent leurs pouvoirs, on ne sait pas pourquoi ils ont été choisis, on sait juste à la rigueur que c'est héréditaire. Non, mais c'est vrai que... C'est peut-être le moment pour tirer le parallèle avec Bendis, du coup. Ouais, je voulais juste faire une blague sur le fait qu'il manquait un flashback de 20 minutes sur une île, du coup. Ou au moment où elle regarde des DVD quand t'es dans sa chambre, elle explique du coup toutes les références que j'ai Oui, vas-y, quel parallèle tu voulais faire ? Non, mais en fait, c'est tout bête. C'est cette histoire justement de Pio Marmaille qui serait
soit un ancien super-héros, en l'occurrence plutôt un ancien sidekick de super-héros avec des pouvoirs lui-même, qui a perdu, entre guillemets, ses pouvoirs après un traumatisme dont ils sont responsables. Bah, c'est le synopsis de Jessica Jones de Brian Bendis, c'est le synopsis de Powers aussi, puisque dans les deux cas, en fait, Jessica Jones, qui était donc une ancienne héroïne, qui après s'est reconvertie dans les enquêtes, qui a gardé ce côté un petit peu noir, un petit peu alcoolo, un petit peu brut de pomme et tout. Et dans Powers, en fait, on suit Christian, qui donc lui-même est un ancien super-héros, qui, après avoir perdu ses pouvoirs, devient un flic et travaille avec Dina, qui est donc une jeune détective blonde, qui lui donne la réplique et qui est tout aussi intéressante que lui. Donc, ce côté un peu grognon, évidemment, n'est pas évident dans Powers, parce que Powers, ça tabasse au niveau du dialogue. Hein. Lisez en fait le test, feuilletez les premières pages de Powers, vous verrez, il y a quasiment plus de place réservée aux phylactères qu'au dessin. C'est même parfois un peu étouffant. Mais de la même façon que ce que tu disais par rapport au côté, on n'interroge pas l'origine de cet univers, on dit pas c'est un astéroïde qui s'est écrasé, du coup les gens ont des pouvoirs à la Straczynski. Ah ouais, t'imagines si on avait eu genre une forme de séquence d'intro en disant 10 dizaines d'années auparavant, un gène a été découvert. Je sais pas quoi, tu vois, ou tu veux la mutation. Ouais, et là pour le coup, effectivement, c'est vrai que là, dès le départ, en fait, dès le départ, de toute façon, tu vois, ça commence avec donc t'as le mec qui sort de sa salle de spectacle, donc oui, on passe dans la partie spoiler, du coup, en même temps, quoi. Oh, de là. Mais donc t'as ce monsieur qui se sert de ses pouvoirs d'élimination pour Eclipso pour faire des spectacles de magie. C'est dit comme ça, en fait. C'est juste, on te le montre et ça se fait. Et après, la scène d'après, c'est Pio Marmaille, donc l'inspecteur Moreau, qui se réveille, qui a un peu la tête dans le fion et qui après se balade pour aller sur le lieu d'un crime. C'est réel. Ouais, quel enfer. Et en fait, c'est juste qu'au détour d'une scène, tu vois que quelqu'un qui galère avec sa poussette, je crois en fait, la fait bouger avec ses mains. Et en fait, c'est juste, on dit, voilà, dans cet univers, les gens ont des super pouvoirs, deal with it, tu vois. Mais il y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est on cherche, parce que là, on va parler, vu qu'on est dans la version spoiler, les pouvoirs, ils doivent être cachés ou ils sont recherchés ou ils sont non, ils sont admis parce qu'en fait même c'est vrai que même pendant la scène du petit-déj, tu vois qu'ils regardent le classement sur YouTube. Donc en fait, c'est juste les super-héros existent. Il y a des gens qui ont des super-pouvoirs. Alors il y en a qui décident de devenir des super-héros et d'autres c'est juste qu'ils ont des pouvoirs et ça ils vont juste s'en servir tous les jours. Qui fait de la cuisine. J'arrive pas à comprendre. La fille qui essaye de cacher, c'est juste parce qu'ils sont vachement balèzes ces pouvoirs. Ah mais là c'est plutôt que c'est surtout que elle crise parce que ça, grosso modo, c'est utilisé aussi en métaphore de l'adolescence, quoi, grosso modo. Alors après, peut-être que j'imagine qu'effectivement, comme ça a été le cas avec les X-Men et tout ça, que les gens à super pouvoir doivent être moqués ou se dire ouais, c'est une freak. C'est vrai que le côté qu'elle le cache à ce point pourrait être un peu vu en contradiction avec le fait que, a priori, c'est quand même accepté dans la société, vu qu'on fait même des classements de des super. Allégories communes, tu vois. C'est comme dans Spider-Man, c'est comme dans Heroes, il y a toujours ce côté un petit peu. Là, en l'occurrence, ça prend différentes formes. Tu vois, les super pouvoirs, c'est à la fois un truc par rapport au stardom, par rapport à la starification en général, avec le mec qui a son mission de cuisine et juste son pouvoir, c'est de faire cuire des trucs, tu vois, ce qui est complètement naze. Par contre, je crois comprendre quand même que c'est bien de cool, cuisiner. les petites. Non, je veux dire, le pouvoir est naze, pas la scène. Okay. Et il le dit lui-même, il dit c'est de la frime, ça, c'est nul. Et t'as ce côté aussi. C'est lié avec la dégénérescence du corps, puisque t'as du coup le personnage de Poulvord qui lui n'arrive plus à utiliser son pouvoir à cause de son Parkinson. T'as aussi ce que je crois comprendre être un dialogue qui dit qu'en fait les flics peuvent pas avoir des pouvoirs, puisque a priori Marmaille à la fin du film quitte son boulot de policier. Ah oui, sinon. Voilà, et donc là peut-être que c'est ça, en fait, peut-être que si t'as des super pouvoirs, tu peux pas être dans les forces de l'ordre, ce qui serait effectivement assez logique. Et puis voilà, l'allégorie de la drogue évidemment, qui est du coup simplement le canaliseur du fait qu'il y a des gens exceptionnels et que tout le monde veut être exceptionnel et que du coup des gens se droguent pour avoir cet expédient-là. Mais si du coup je peux finir, c'est que justement merci Arnaud, dans Powers, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le but de la série Powers de Bendis et Von Homing, c'était pas justement de construire une sorte de longue mythologie sur les super-héros, etc. C'était vraiment juste de faire un polar dans un monde de super-héros, parce qu'à une époque c'était même une sorte de mode, les à côté, tu vois, comme dans Astro City, tu vois, Astro City, tu suis des humains normaux qui sont au contact tous les jours de super-héros. Et il y a une vraie école de BD par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, en film, à part la série Powerless, qui était, on peut le dire, assez ratée, et quelque part The Boys, mais The Boys est vraiment plus dans la parodie et la critique énervée des super-héros. Tu veux parler de Powerless, Arnaud ? Arrête juste de dire du mal de Powerless. Tu sais, c'est comme taper sur un chien battu. Ah oui, t'as raison, on tire pas sur les corbières. Déjà mort. Mais ça. Mais donc grosso modo, voilà, c'est vrai que ça c'est le côté un peu rafraîchissant du truc, c'est que ce pan, on va dire, de la bibliographie des super-héros, où on prend des mecs normaux
ou des flics pour aller justement chercher dans les à côté c'est quoi être un humain dans un monde de super-héros, c'est quoi être un flic dans un monde où les truands ont la capacité de te détruire d'un regard. C'est quelque part assez inédit. En tout cas, moi, j'arrive pas à citer d'exemples plus concrets pour ça. Et puis voilà, c'est la fin de ma phrase. Donc, Arnaud, il faut que tu poses ton téléphone pour reprendre. Oui. Oui. Ah, voilà. Je reprends. Et formidable. Non, mais moi, je pense que il y a déjà eu pas extraordinaires, mais des personnes qui ont des particularités physiques, qui sont trop grands, trop grands, qui sont très grands, qui sont très petites, qui ont des personnes, des femmes qui ont de la barbe ou des choses comme ça. Ouais, mais ça après, tu vois, c'est considéré comme des freaks. Ouais, c'est ça. Toujours, c'est invité pour les cirques, pour les. Donc là, après, ça dépend, parce qu'en gros, si tu as deux catégories des surhommes ou des choses comme ça, où soit c'est les freaks, effectivement, parce que c'est des trucs qui choquent, qui heurtent d'un point de vue surtout visuel, en fait, soit sinon, c'est juste des athlètes, quoi. Grosso modo, c'est les sportifs, tu vois, c'est la performance Usain Bolt qui court plus vite qu'un guépard, ou je sais pas, tu vois, alors il court pas plus vite qu'un guépard, mais tu vois, c'est ce genre de performance, en fait, qui est mise en avant. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et sinon aussi les génies, du coup, génie créatif, génie artistique, génie scientifique. C'est un truc que pour le coup, ça c'est vrai que c'est assez commun. Tu prends Misfits par exemple, justement leurs pouvoirs viennent du fait que c'est des gens un petit peu à la marge, et tu vois comment différents profils sociaux, c'est vraiment une série sociaux en l'occurrence, vont s'approprier justement ces capacités. Il y en a qui vont faire le mal, il y en a qui vont pas comprendre ce qui leur arrive, et du coup l'allégorie en fait de la nana, je pense, dans le film, c'est vraiment juste une façon de représenter le passage à l'âge adulte, l'angoisse adolescente que tu as dans énormément de trucs comme ça. Enfin, c'est surtout que Misfits, c'est Skins, mais avec des super pouvoirs en vérité, tu vois. Et du cul. Enfin, du coup, c'est Skins, du coup, oui, non, c'est pour ça. C'est bien Skins avec des super pouvoirs. T'as des bons souvenirs de Skins, toi, apparemment. Non, j'ai jamais regardé Skins. C'est vrai? Non, j'ai regardé, toujours. Toujours, je sais pas si je dois le refaire à chaque podcast, mais j'avais pas le droit de regarder la télé étant ado, ce genre de choses. Enfin, là, c'était quand même, t'étais déjà. J'ai pas eu un ordi où je pouvais télécharger avant mes 17 ans, donc s'il te plaît. Je crois qu'en termes de date, je peux te coincer là. J'avais d'autres trucs à regarder. Je regardais à 17 ans, je me doute bien. Prison Break. Prison Break et Heroes, justement, tu vois. Mais du coup, pour revenir sur le truc, l'argument du scénario, justement, je reviens au machin Besson, mais en mode spoil, c'est que t'as quand même justement un super méchant qui est quand même assez automatique. Avec, tu trouves Arlo, je trouve qu'il fait un peu, je suis méchant, tu vois. Moi, je l'aime bien justement parce qu'il est justement, il est ultra vénère, ce type, tu vois. C'est que quand il dit il liquide ses hommes de main, enfin. En fait, il a un côté over the top, vraiment d'ultra vilain de film américain, mais du coup à la française. Et je trouve que ça fonctionne assez bien, parce que je trouve qu'il a une super tête en plus. Je le connaissais pas du tout. J'adore son expression, sa façon de jouer, quoi, sa façon qu'il a de faire ces trucs débiles avec sa toupie sur la tête, ça, j'ai pas compris. De flinguer. Mais c'est parce que c'est un méchant, c'est un vrai méchant de comics en fait, c'est tout. Il a son gimmick, c'est comme le Riddler qui a son bâton avec un point d'interrogation et qui pose des devinettes. Bah lui, son délire, c'est, je sais pas, c'est de balancer des scénarios que la touche. C'est juste créer une personnalité. Ouais, c'est ça, c'est un personnage, quoi, voilà. Vraiment. Comme Pio Marmaille qui mange plein de bonbons ou des. Oui, c'est vrai. Ouais, qui a son petit. C'est vrai qu'il a ce gimmick de toujours bouffer. Et de mettre du café dans les céréales. Ouais, toujours. Ce qui veut dire, c'est que le chat, en fait, lèche du coup le café dans les céréales. Ah. Ça, je trouve, pour moi, c'est une incohérence du film. Je tiens à vous le dire. Il y a que les gens qui ont des chats qui comprendront. J'espère que Brigitte Bardot ne regardera pas ce film. Non, je sais pas si elle regarde encore beaucoup de films aujourd'hui. Oui. Mais toi, tu trouvais que du coup le vilain était automatique alors? Ouais, très automatique. C'est là pour moi justement qu'on voit l'écriture EuropaCorp, vraiment du méchant, tu vois, qui est méchant pour être méchant. Alors il y a une justif. Parce que c'est un polar, donc il faut comprendre pourquoi le méchant est méchant, et c'est le but de l'enquête. Et c'est dommage parce que justement c'est plutôt un bon acteur en général, Swan Arlo. Enfin, il a ses faiblesses, mais je sais qu'il est très apprécié dans le cinéma français. Là, ça fait un peu, j'ai pas beaucoup de références de cinéma français récent, du coup je saurais pas vous dire exactement, mais ça fait un peu le vilain de série télé, le vilain qui est toujours en colère, qui est très méchant, qui bute ses sous-fifres, etc. Comme le Z-Joker dans The Dark Knight. Il butait aussi ses sous-fifres. Ça n'a rien à voir. C'est complètement la même chose. Tu compares pas Christopher Nolan, s'il te plaît, quand même, calme-toi. Mais même. Est-ce que Swan Arlo, c'est pas est-ce que c'est pas un peu le S Ledger de. J'espère qu'il aura une fin moins prématurée. Non, mais je parlais juste par rapport à la performance du film. Mais tu vois, c'est comme dans L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4, t'as toujours ce vilain qui est vraiment le vilain cliché. Je les ai pas vus. Qui est juste un méchant avec un plan de méchant, généralement qui vend de la drogue. En plus, ça tombe très bien. De toute façon, il y a vraiment un côté un peu années 90 dans le film, je trouve. Dans ce côté, justement, très. Les flics sont.
les débats qu'on a pu avoir sur la société depuis que le film a été mis en production sur le rôle des flics, etc. Là, les flics sont les gentils, les méchants sont les méchants. Il n'y a pas vraiment de grosses remises en question de ces statu quo-là. Ouais, après là, c'était clairement pas le but, je pense. Mais je sais, mais c'est pas une critique formelle. C'est juste, il y a une tonalité dans l'écriture qui fait qu'il faut que le méchant soit vraiment très très méchant. Et du coup, je trouve qu'il le joue vraiment de manière, stéréotypée. Et bon, après, c'est l'écriture qui fait ça aussi, mais par rapport aux héros, justement, qui sont un peu plus complexes, un peu plus. Tu vois, il y a quand même une petite couche en plus, tu vois. Puis Marmaille, il est pas juste héroïque, il y a ce côté un peu bonhomme, qu'il incarne naturellement, de toute façon. Ce côté un peu traumatisé, qui passe crème parce que le mec en fait pas des caisses. Tu vois, moi, j'aime bien la scène où il boit un coup avec Vimala. Sur le toit, sur le rooftop. Voilà, tu vois, où limite, eux-mêmes, on l'air de trouver ça un peu ridicule, tout ça, en mode genre, ouais, elle a des flashs, tu vois, mais elle les voit pas venir et tout. Après, mais les flashs, elle les voit venir. Non, elle les voit jamais venir. Et limite, tu te dis, est-ce qu'ils sont vraiment bourrés et tout. Ouais, Calista, du coup, donc. Ouais. Et ça, tu vois, justement, je trouve que ça contrebalance mieux ce côté, écriture un peu dirigée à l'ancienne, tu vois. Moi, par exemple, sur le rôle des policiers, j'ai trouvé. Alors, peut-être c'est parce que c'est court, on avait qu'1h38 pour le film et qu'on peut pas développer, mais il y a vraiment ce côté où toute la police, elle est bienveillante. Enfin, pas bienveillante, mais elle va tous dans le même sens. C'est que des gentils. Le directeur, il est un peu rude avec son équipe, mais il le fait. C'est quand même le bon patron au final. C'est l'archétype du capitaine en colère, tu vois. Ouais. Que t'as déjà vu pareil dans des milliers de films de police avant. C'est le mec qui dit arrêtez de déconner maintenant, Mackenzie. Tu vois, et en fait, comme dans t'arrêtes de déconner, Mackenzie, dans plein de machins, un truc comme ça. Et c'est pas. L'inspiration, elle s'arrête là, par exemple, sur du Olivier Marchal, parce que dans les personnages d'Olivier Marchal, il y a quand même des personnages qui sont un peu plus ambigus, même dans la police, quoi. Puis en général, Olivier Marchal, c'est toujours de toute façon des flics qui doivent outrepasser la loi pour pouvoir réaliser le bien au final, mais qui font quand même pas mal de saloperies, quoi. Clairement, c'est nous disons. Après, comme dit, moi, c'est des choses que ça m'inspirait un petit peu, parce que c'est ce que j'aime, mais le but non plus, c'est pas non plus de faire du Olivier Marchal avec des pouvoirs, parce qu'on serait quand même quelques tonalités de Bresson Carbone, un peu plus, comme quoi. Ça. Carbone, c'est le film avec Gringe? Non, je confonds. Il a pas fait une série sur. Oh bon, je cherche, on va continuer à parler. Cherche. On va meubler pendant que tu cherches. Et tu vois, ça c'est pareil, le côté, les stéréotypes des films de flics des années 90, la nouvelle partenaire, entre guillemets, bon, en l'occurrence, elle ne remplace pas un ancien partenaire, mais même dans The Boys, la série, justement, parce que dans The Boys, Powers, le comics, quand Rina arrive dans la vie du héros, c'est automatique, directement il se capte, à coup de dialogue, à coup de regard, etc. Dans la série télé avec Charlton Copley, elle vient remplacer donc l'ancien partenaire et t'as cette scène géniale où tu sais en fait il vide le bureau de son partenaire et donc il vide ses affaires et il pose les chaussures qui sont des chaussures énormes à côté du carton, il la regarde et il fait big shoes to fill, tu vois, genre des grosses chaussures à remplir, en fait c'est des côtés remplacements, etc. Un truc que t'as vu dans énormément de films de flics, en mode le nouveau partenaire qui s'entend pas avec l'ancien parce que lui justement c'est un mec qui avait l'habitude de travailler comme ça et donc il s'engueule un peu mais ils vont devenir potes à la fin. Et il y a vraiment cet esprit années 90 de la bromance de flics, entre guillemets, qui évolue assez bien parce que je trouve que les deux acteurs ont cette complicité. Ils jouent super bien ensemble. Et puis Vimala a des très bonnes répliques aussi, quoi, des très bons échanges. Même sa façon qu'elle a de. Enfin, la façon que elle et puis Omar en fait, sont de s'envoyer chier en permanence. Et même au début, quand bonjour, juste, tu sais, quand il arrive sur scène et qu'il la regarde, qu'il la considère pas et qu'elle le remet juste à sa place en disant bonjour. Et après, quand elle parle au chef aussi en disant comment ça, il va m'apprendre des trucs, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne quoi que ce soit. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment plein de petits trucs. Voilà, ça. Ouais, vous avez dit, elle sera heureuse de profiter de votre expérience. Ouais, c'est ça, et il répond oui, et elle fait non. Ouais, c'est ça. non, c'est pas le cas. Enfin, ça, pour le coup, c'est plutôt bienvenu parce que il y a évidemment une mise en avant de Plume Hermès, que c'est vraiment son film à lui, tu vois. Mais je trouve qu'il éclipse pas justement les autres personnages, tu vois. C'est pareil pour Bekti, qui a quand même plus de. Après, c'est Bekti, elle a une plus grande gueule, elle a plus de coffres, elle prend beaucoup plus d'espace quand elle joue. Tu vois, elle se fait pas éclipser par lui, tu vois. Clairement, elle a l'ascendant sur lui. Elle est cool, ouais. Elle a l'ascendant sur Boulevard, qui joue vraiment ce côté un peu pépé en pré-retraite, tu vois, qui est assez touchant aussi, je trouve. Et qui surjoue pas aussi, pour le coup. Oui. Qui est assez. Parce que. Émouvant, de fou. Ouais. Il arrive à nous faire comprendre que. Qu'il a un truc grave, mais qu'il veut pas s'en occuper, que ça le gêne un peu d'être vu un petit peu comme, pas un pestiféré, mais comme un être affaibli, alors qu'il a une ancienne comme grandeur. un handicap, poids, quoi. Oui, en fait, c'est ça, un poids pour les autres. Et que, voilà, que c'est quelque chose qui le touche, lui, qui le pèse, et de pouvoir à la fin
un peu ressortir, refaire des choses, on sent que ça le met en joie, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as ce côté, moi, c'est une écriture qui m'a beaucoup plu, justement, le mec qui veut pas lâcher. Voilà, depuis son confinement, vous continuez à regarder les super-héros et tout, comme si, entre guillemets, la vie allait continuer, alors qu'il n'arrive pas à accepter qu'en fait c'est terminé et tout ça. Ça me rappelle, moi, dans mon ancien labo, les chercheurs qui ont 80 ans passés et qui restent au labo pour lire des publis et continuent à demander aux chercheurs qu'est-ce qui se passe parce qu'ils veulent pas s'en aller, quoi. Ça rappelle ma grand-mère qui m'envoie des messages avec des emojis, tu vois, et je dis, c'est mignon, elle veut rester à la page et tout, tu vois. Elle m'envoie des lol des fois, tu vois, je suis en mode, waouh, c'est beau, putain. Mais tu vois, ça, c'est pareil, le costume de Poulvord, je trouve que c'est rigolo, mais on a quand même peu souvent vu dans les films de super-héros des vieux mecs comme ça, bedonnants, ridés, en costume et qui encore vont sur le terrain et font de la moulaga, tu vois. Ouais, t'avais celui, tu sais, le film avec Woody Harrelson où c'est un super-héros SDF en fait. Là. Putain, oui, Protector. Ouais. Où il était clairement pas en bonne forme. Bah, non, Hancock non plus, quoi. C'était un peu. C'était pas pareil, quoi. Non, c'était pas pareil. Il est carafé, il passe plus les portes. Mec, il est hyper confiant. Non, mais je m'auto-annule là-dessus. D'accord. Mais tu vois, ça pour le coup, c'est vrai que même aux US, mais même dans les séries CW, quand tu prends des vieux, tu les mets pas en costume ou. Bah, John Wesley Shipp, ils l'ont fait quand même. Pour le vieux Flash, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, quand ils vieillissent Green Arrow, par exemple, ils prennent Oliver Queen et ils lui font une barbe blanche et ils prennent pas un vieux mec pour jouer Oliver Queen, tu vois. Et pareil, il reste quand même assez saillant. Quelque part, ils l'ont fait avec Steve Rogers aussi à la fin de Endgame, tu vois. Mais quand tu vois, par exemple, BVS, leur version de DKR, qui est quand même un mec qui a plus de 60 balais, c'est Ben Affleck qui est entre 40 et 50 et qui reste quand même. On aura Michael Keaton bientôt. Ouais, mais ça, tu vois, je suis mine de rien assez hâte. Moi, le Batman avec les joues qui tombent, ça m'intéresse, tu vois, juste pour l'imagerie, pour casser aussi ce dictat en fait du super-héros qui est toujours forcément ultra baraqué, ultra physique, ultra beau et tout. Ouais, puis là en l'occurrence son âge, c'est pas juste un super-héros qui est vieux, c'est le fait que son âge est avancé implique qu'il a des problèmes de santé liés aussi à la vieillesse, quoi. Pas comme dans Furtif un peu, tu vois. Ouais, bah par exemple. Ça c'est encore une fois un truc qui est assez rare. Mais Furtif qui est sorti après du coup par rapport à... Robert Kirkman a plagié. Non, mais le one shot était encore plus vieux que. Ah oui, non, oui, parce que c'est vrai que c'était la Pilot Season de 2013. Là, je sais plus mais ça, c'est effectivement un truc qu'aux États-Unis, le super-héros incarne généralement le culte du corps, le culte de la masculinité pour les hommes, de la féminité selon des codes précis pour les femmes. Que là, en l'occurrence, justement parce qu'on a ce côté français, ce côté. En fait, c'est pareil, c'est encore un stéréotype, c'est le vieux flic à la retraite qui veut continuer à aider son jeune loup, etc. Tu vois, alors que justement, il est plus en état de le faire, etc. Ça marche aussi assez bien. En fait, le mélange des genres, grosso modo, marche assez bien dans ce polar super-héros. Mais au moins, ils n'ont pas fait le trope de justement ce vieux flic qui meurt du coup au cours de sa dernière mission, tu vois, et mais qui a rendu service à la nation, machin, quoi. Et parce que ça aurait été un petit peu... ils ont flingué Clovis Cornillac, quand même. Donc, mais c'est dans le flashback, c'est dans le flashback et ça explique le traumatisme de Pio Marmaille puisque du coup voilà ce sera lui Titan, du coup donc c'est le titre. En fait quelque part limite par rapport même à l'adaptation, tu pourrais limite prendre en fait le film Comment je suis devenu super-héros parce que c'est clairement une origin story dans la façon dont c'est composé et ça appelle à une suite parce que tu peux tout faire par partant de là, mais clairement c'est limite ça pourrait être l'origin story le préquel en fait du bouquin. Parce que faudrait que je me rappelle plus comment elle s'appelle, Schatzman, du coup son prénom c'est je l'ai plus. Faudrait que je regarde si le prénom c'est pas le prénom aussi de son ex-femme dans le bouquin pour voir si ce serait pour ça. Je crois que je me fais des films quoi. Mais ça pourrait, tu vois, on pourrait très bien le transposer et après les montrer, tu sais, genre 10 ans après où il fait sa crise, sa relation de couple ça va plus et puis il y a de nouveau un criminel qui fait disparaître des super par exemple, tu vois, ça pourrait être parce qu'en plus il travaille là, il intègre de nouveau une forme du Royal Pack, donc il va rebosser pour les flics et dans le bouquin c'est aussi le mec qui est clairement en service auprès de la police quoi, qui est c'est ça, et Vimala devient une sorte de nouvel agent de liaison c'est ça, c'est la Gordonette tant qu'il lui donne pas un rôle à la Felicity Smoke, tu sais, à la Oracle, tu vois, à la Oracle, non parce qu'après elle est censée être sur le terrain et puis quand même, enfin voilà, quand t'as une actrice comme Vimala Ponce, vu ce qu'elle sait faire en termes de jeu, c'est pas pour la foutre juste sur une chaise à envoyer des instructions par télé, pas distance quoi, grosso modo. Enfin il y a du vrai potentiel. J'ai pas dit, mais la série c'était Section de... tu vois, j'ai oublié. Section de recherche. Section 0. Section d'assaut. Ah, Section 0 de... oui, c'était aussi... c'était dans le futur, c'était un truc futuriste par Marshall aussi, ouais. Et alors, moi, il y a des choses aussi dont je voulais parler, c'est le lien avec les jeunes qu'il y a dans la série qui sont des
personnages sans être exactement des personnages, sauf la fille de Clovis Cornillac, Gigaman. Gigaman. Et j'ai trouvé que c'était un peu... il y a des choses que je trouvais pas forcément très crédibles ou très... comment dire, déjà, le fait... il y a deux personnages, il y a deux jeunes qui décèdent après avoir consommation de drogue et que ça chiale sur BFM ou sur CNews. J'ai pas du tout trouvé ça réaliste, et cette partie-là, c'est vrai que c'est une partie, en plus c'est des deux jeunes qui sont racisés, et je me dis c'est un film qui se veut ultra réaliste, et je me dis que ça, dans une réalité actuelle en France francophone, c'est quelque chose qui aurait pas... française, c'est quelque chose que moi, ça m'a un peu sorti... Ah oui, non, c'est sûr que t'aurais eu 4 jours d'interview de Zemmour. Voilà, t'aurais cherché qui était le grand-père, le grand-oncle, est-ce qu'il a été en prison des deux jeunes qui sont ça, qui c'est un truc décédés. Qui est de plus en plus fréquent, j'ai l'impression, dans les fictions françaises, c'est de prendre des vrais journalistes. T'avais Routel Krief qui en avait fait à un moment donné un film comme ça, de prendre des vrais journalistes dans les œuvres de fiction. Sauf que là, CNews, comme tu dis, entre 2015 et 2021, il s'est passé quand même pas mal. Ouais, mais du coup, voilà, ça s'était tourné. Ah, c'était tourné, ouais. Du coup, si ça devait sortir déjà en 2020, ça veut dire que le tournage, c'était, je sais plus, faudrait un truc, c'était 2019. C'était pas non plus encore, je crois, ce que c'était. Et après, à voir dans quelle mesure le choix est devenu arbitraire d'utiliser. En tout cas, il n'y avait pas Pascal Pro à l'époque. Tel ou tel. Ouais, voilà. Mais et voir aussi par rapport au contrat, du coup, qu'il y ait, donc parce que c'était Warner Bros qui produisait avec d'autres boîtes, mais voilà, et de voir comment les partenariats médias, en fait, peuvent se faire aussi, quoi. Que le groupe, effectivement, Canal avait des billes à mettre là-dessus. Je sais pas du tout tu vois, je sais pas du tout dans quelle mesure c'est des choix conscients de la prod, du réal, de toutes les équipes, et il y a clairement des enjeux de production, juste de business. Et après, oui, effectivement, ça paraît évident par contre que même si tu tournes ton film aujourd'hui, si tu veux utiliser vraiment le logo de CNews dans ton œuvre, tu dois payer quelque chose, j'imagine, et que ou si production avec Canal ou si t'autorises à le faire, clairement tu vas pas faire ton truc en faisant regardez c'est une grosse scène réac, quoi. Et du coup, ça j'aurais bien aimé. J'aurais pu trouver ça un peu plus, je sais pas, réaliste que il y a que certaines personnes, qu'un petit groupe de personnes qui essayent de défendre, genre Laïla Bekti, parce qu'elle sait que c'est ces jeunes qui ont consommé cette substance-là, qui ressemble de la coke. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ça se sniffe, en tout cas. Ça se sniffe. Ça se sniffe. Et du coup... Et que du coup, l'enquête, elle se fasse un peu contre une opinion générale, quoi. Mais après, bon, ça, c'est... tu veux dire, t'aurais aimé que les mecs de CNews disent dans le film oh là là, c'est encore ces jeunes délinquants de cité. Un truc plus ancré socialement. Ouais. Et je me aussi... suis fait la réflexion aussi. C'est bizarre que ce soit pas plus... Dans un film qui en plus dit quand même que la police, c'est les gentils. Ils auraient pu pousser sur le côté quand même les médias français. Mais bon, après, s'ils participent... s'ils participent, c'est compliqué. Sauf dans Validé. Où dans Validé, Hanouna reçoit le faux rappeur Apache et il se comporte comme Hanouna, c'est-à-dire comme une grosse merde. Et il critique Hanouna dans la série alors qu'Hanouna joue dedans, tu vois. Comme quoi, parfois, c'est possible, c'est une série Canal en plus. Donc, c'est une série Canal, donc j'imagine qu'on lui a juste dit... Ça veut dire quand même qu'il a conscience, tu vois, de ça. Ah non, mais oui. Ça, il n'y a pas trop de soucis avec, quoi. Après, c'est vrai que je t'avoue que c'est forcément c'est pas des questions qui me parlent pas, mais sur lesquelles j'ai aussi moins de regard, parce que, c'est vrai que, particulièrement dans les fictions qui se passent à Paris ou aux proches banlieues de Paris, avec des jeunes, et d'ailleurs le débat est en train de reprendre maintenant avec le film Bac Nord qui sort cet été. Mais c'est vraiment toujours, effectivement, à chaque fois qu'il y aura des jeunes ou qu'il y aura de la drogue et tout ça, beaucoup des personnages seront renois, seront arabes, seront racisés. Après, tu vois, le Swan, je veux dire, blanc, son lieutenant, le gamin là qui l'aide notamment à récupérer la fille de Gigaman aussi, après c'est vrai que du coup c'est ceux qui sont aux commandes, quoi. Donc ça pose aussi le problème c'est une femme arabe, mais qui pareil du coup s'occupe forcément, donc ce serait la femme arabe, et donc du coup c'est elle qui s'occupe des jeunes de quartier, tu vois. Mais ça aussi, c'est un côté vraiment très années 90. Tu les revoyais même juste Taxi. Dedans, dans le Taxi, tous les personnages de Rebeu sont des Kairouz,
Et il y a juste le héros, Samina par Samina Seri, voilà, qui lui veut s'en sortir un peu, mais tous ses potes du quartier, c'est soit des truands, soit des mecs qui sont prêts à magouiller et tout. Et en l'occurrence, c'est un truc qui est vieux comme le monde dans la fiction. Mais je te dis, ce film, je pense que quelque part, Douglas Style, il a quoi, il a 30 balais. Je pense qu'il est un peu. Je vais pas demander son âge. Je pense qu'il est un peu plus vieux que 30-35, bah, tu vois, il a dû grandir aussi avec son imaginaire, a dû se former à ce moment-là, en fait, de la fabrication du cinéma français contemporain. Et c'est effectivement une époque qui a plein de défauts, qui a plein de trucs que tu peux critiquer, qui mettait en avant justement Samina Seri, des acteurs justement venus, cette phrase est affreuse, mais descendants d'immigrés ou des gens issus de la diversité, grosso modo. Peut-être à l'époque pas beaucoup de Renoir, effectivement, c'est plus les années 2010 avec Omar Sy. Mais typiquement, c'est vrai que il y avait à la fois des envies de mettre justement ces thématiques-là sur le devant de la scène, mais dans les polars de l'époque ou dans les films policiers ou dans le divertissement de l'époque, t'avais quand même cette image du jeune de cité qui cassait les couilles, qui vendait, etc. Ce qui a effectivement mal vieilli, mais qui est devenu en fait une sorte de code figé. Je sais pas en fait si moi, si tu veux, je vois très bien ce que tu veux dire, Harry. Et effectivement, je pense que si à la limite il y a une suite, ce serait intéressant d'aller chercher du côté des vrais truands, entre guillemets. Que là, pour le coup, il y a aussi un côté, ces mecs-là sont victimes justement de vrais trafiquants comme Swan Arlo, tu vois, parce que lui, a priori, voulait juste vendre. Et puis les autres veulent juste s'amuser en fait, parce qu'il le présente vraiment comme un truc récréatif. Donc c'est-à-dire que c'est quand même une forme de. Parce que c'est vrai que c'est du coup. Des gamins de plus ou moins de quartier ou de banlieue, on va dire, mais ils sont pas justement dépeints de façon négative dans le sens eux ils veulent juste déconner en fait. Tu vois bien que quand tu les vois dans la scène sous le pont, ils s'amusent à cramer des palettes de feu. T'en as un qui pète un câble juste avant dans son lycée parce que bon là par contre clairement il se fait harceler tout le temps. C'est clairement un truc aussi par rapport à la drogue, tu vois, c'est quand ils sont sous leur pont et qu'ils s'amusent à cramer des trucs. Oui, c'est juste ça. C'est des gamins qui fument un bédo, qui tapent c'est ça. Non, c'est pour ça, mais tu vois, ils sont plus dans le côté récréatif, ils sont pas malveillants, tu vois, ils ont pas de mauvaises intentions et dans ça, je trouve que ça atténue peut-être le stéréotype négatif là-dessus. Mais tu sens, par contre, il y a un moment dans cette scène qui m'a fait sortir, pas vraiment, mais genre que tu donnes l'argent au mec qui donne la drogue. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça. C'est toujours un mec différent qui te. Tu donnes l'argent à un mec, il va siffler, il y aura un autre gars qui va venir et qui va te donner. D'accord, dans l'organisation. Et là, c'est le même mec, il se cache un peu. J'ai trouvé ça. Donc lui se ferait choper vite fait par les flics. C'est vrai que tu vois ça un petit quart d'heure sur justement. Mais ça, j'ai absolument pas de recul, tu vois. Un petit quart d'heure sur justement ce que fait Bekti avec ses gamins qu'elle essaye pas d'en mettre dans le droit chemin, mais de coacher, tu vois, parce qu'elle voit là le flash de ce gamin qui justement va se faire tabasser par ses fournisseurs. Je pense qu'il a voulu développer un truc là-dessus. Et quelque part, voilà, Bekti, c'est un peu un côté travailleuse sociale, tu vois. Mais comme justement, je trouve qu'il manque de scène en fait pour développer certains trucs. Non, c'est ça, ouais. Même, tu vois, on n'a pas une grande scène de tristesse avec Poulvord, tu vois, on n'a pas une grande scène où justement, t'as ce moment où il s'engueule et où elle lui dit t'as Parkinson, arrête. Mais lui, tu vois, il a pas un long monologue un petit peu déchiré en mode genre c'est moche de vieillir, etc. Tu vois. À mon avis, si tu veux, vraiment le film manque un peu de place. C'est une bonne base, tu vois, mais tu vois, tu tires sur 2 heures, tu peux rajouter des inserts par-ci par-là, même sur Pio Marmaille, tu vois, quelque part. Comme tu dis, on sait peu de choses sur lui. Moi, j'ai l'impression, peut-être qu'après je suis aussi conditionné, mais j'ai l'impression qu'il se crée un truc avec Vimala, tu vois, où une sorte de complicité qui pourrait. Ils finissent par s'embrasser, quand même. Voilà, c'est ça, mais. Oui, ils sont plutôt complices. Ouais, mais tu vois, il manque des scènes, mais je veux dire qu'il manque des scènes qui pousseraient cet élément-là, à part celle du toit, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça va vite. Tu vois. Ouais, mais t'as un sentiment parce que ça prend son temps au départ, puis ça va de plus en plus vite, et donc effectivement, il y a un moment où, faut être attentif parce que si tu refais un autre truc, tu dis ah mince, attends, il y a ça qui a progressé, j'avais pas suivi que c'était allé aussi rapidement. Et notamment sur la résolution de l'enquête au final, qui se fait aussi très rapidement à base d'images de caméra. On trouve très rapidement le mec, et puis ça avance comme ça. Après, voilà, c'est imputable à tous les films aussi d'enquête, de toute façon, en général, quand c'est des enquêtes. Parce que le propos n'est pas non plus que l'enquête, en fait, c'est quand même aussi de faire évoluer son personnage principal avec Vimala à côté, et de voir aussi cette idée il y avait un groupe de super-héros qui s'est cassé et qui va quand même se reformer, parce qu'on est quand même sur une origin story aussi. Après, en termes de réal, t'as aussi pas mal de bonnes idées, tu vois, tu parles de la scène à l'épicerie, là, tu vois, par exemple, où il rentre, tu sais, il monte le brassard de flic et il dit je veux des bons becs et tout, pour pas que les gens qui sont, le mec qui se planque ne sache pas que c'est un flic. Il met un bon coup d'extincteur dans la gueule. Voilà, après, t'as le plan justement avec les différentes caméras. Joe Star dans
Il va jouer J-Star dans le film sur NTM. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est lui. Celui qui s'est pris l'extincteur. C'est D'accord. vrai. Ok, marrant. Putain, pourtant la ressemblance c'est pas. Ah, Très quand il était jeune, un peu de maquillage, hein, tu quand sais. il aussi, était hein. jeune, J-Star, il avait pas exactement. Ouais. Ouais, on verra bien. Il y a eu- Écoute. ouais, Bah, il y a un rôle compliqué à jouer quand même. Pour le coup là, il faut une amplitude de jeu assez énervée quand même. Hein. Mais tu vois, voilà, t'as ça. Les couleurs aussi, je trouve qu'elles sont assez jolies dans le film. Ouais. C'est beaucoup de filtres numériques évidemment, mais les premières bandes annonces donnaient plus un côté un peu froid, justement un peu bleuté à la Marshall. Que là, quand même, t'as beaucoup de nuances de orange, de violet. La scène où le mec attaque le commissariat, qui justement a des belles ambiances, des belles nappes, etc. Enfin, je trouve que la photo justement tire plus sur un côté américain, pour le coup, qui cherche moins à faire vraiment juste du gris pour du gris. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il a repris la même photo pour le clip de Oxmo Puccino qui est tourné dans le décor. Bah ouais, en même temps, à la oui. fin. Qui est un clip très sympathique. Au demeurant, ça change un petit peu de ce qu'on a en termes de générique de rap habituellement. Parce que le film, du coup, finit sur une note assez chaleureuse. Ah oui, c'est très. Bah, il y a le happy end. Enfin, tu vois, limite, ce serait moi, le truc qui me dérangerait aussi, c'est que j'aime pas trop les happy end comme ça en général, alors que là, c'est vraiment pour le coup, clairement, le happy end à l'américaine, quoi. Bon, ça prenait pas non plus une route de film très dramatique. Enfin. Non, mais là, tout est bien, tout est parfait. Enfin, il y a le couple qui se bécote, la famille est réunie, ils regardent le classement et en plus ils sont dans le classement tous. Tu vois, je veux dire que même pour. Tout arrive au même moment, tout est bien. C'est vrai que t'as même une conclusion d'arc au final pour Monte Carlo, puisque au final il s'aperçoit que même s'il est vieux et tout ça, ben il a quand même l'aval du public et qu'il est troisième dans le top super-héros, tu vois. Trop beau gosse. Parce qu'il est trop vrai, c'est ça. Ouais, j'aime bien. Il est validé. Non, mais c'est mignon. Mais c'est un beau message. Non, mais c'est grave. Non, mais c'est à 80 balais. Ça, c'est oui, bien entendu. Mais le truc, c'est que du coup, c'est que vraiment, ça se finit bien pour tout le monde. Je veux dire que même, tu vois, tu sais, parfois on reproche aux Marvel Studios, parfois, tu sais, de Black Widow, les happy end enchaînés comme ça. Non, c'est pas ça, mais de claquer de sacrifier leur super vilain. Là, pour le coup, Swan. Il a pas trop le temps de briller que direct il s'envole et paf il explose quoi, tu vois, mais genre et en plus c'est vraiment genre bon vas-y il est explosé, tant pis hein. Il y a pas trop de merde, il y a quand même un type qui vient de se buter ou je sais pas quoi, t'es plus ou moins responsable, qu'est-ce qu'on aurait pu faire non mais ce que je veux dire, moi parce que en plus moi pour Swan je suis un peu triste parce que si j'ai bien compris il a été testé des choses sur lui quand il était jeune par la psy. En fait, elle a expérimenté sur lui, elle a fait un protocole expérimental pour lui retirer ses pouvoirs, et le truc c'est que ça a marché, parce que du coup il avait le pouvoir de pouvoir influencer n'importe qui. C'est-à-dire qu'il était plus fort que n'importe quel Instagrammeur. Donc, et du coup, forcément, ce genre de truc, par contre, en vrai, ce serait complètement incontrôlable. Voilà, il y a... Non, Preacher. Exactement. Et du coup, c'est juste que une personne a expérimenté sur lui. On ne sait pas dans quelle mesure le traitement était plus ou moins douloureux ou pas. Et puis, il lui a quand même enlevé son don. C'est comme si tu étais très fort au piano et que d'un coup, on t'opère pour que tu saches plus lire les notes d'une partition. T'aurais le seum. Tu deviendrais sûrement dealer de drogue pour récupérer des partitions. Un truc comme ça dans la série Nip Tuck. À un moment donné, un des vilains, en fait, son origin story, c'est qu'il s'est fait couper la bite. Ouais. Et du coup, ça devient un affreux agresseur en série. Ouais. C'est très dégueulasse. Mais du coup, c'est vraiment ça. C'est genre le côté, il a été castré de ses pouvoirs. C'est comme. Ouais, bien sûr. C'est même quand dans Death or Glory où le vilain veut récupérer le gros zizi d'un immigré parce qu'il a plus de zizi. Ah oui, effectivement. Ils font du trafic, non seulement ils font du trafic d'êtres humains, mais en plus le mec, ils veulent juste lui enlever son zizi pour le récupérer. Funky, un peu. Ouais. Donc voilà, c'est en termes de t'as des métaphores plus ou moins explicites sur la castration et qui du coup effectivement c'est pour ça aussi que le mec est complètement toxique, dérangé et tout ça aussi. Oui, c'est trop mal. Après c'est vrai que justement, on l'a privé de ce qu'il faisait sa part entière. Là il y a pas de genre on va te soigner, on va t'envoyer chez un psy normal. Il n'y a pas de rédemption, c'est genre t'es un bâtard, même si t'as une bonne excuse entre guillemets, tu vas crever, tu vois. Mais pourtant, parce qu'elle sa psy essaie de lui faire entendre raison avec la gamine et il s'en bat les couilles. Ça va vite. En fait, la fin ça va vite. Ça va vite, la fin. Parce que tu te dis que il y a peut-être une rédemption ou un truc qui va le faire un peu douter sur la discussion qu'il a avec sa psy. En fait, elle lui dit juste non, elle a un souci de glucose, change de bidule, on s'en va, les autres ils arrivent et tout, tout va vite d'un coup je pense qu'ils ont voulu laisser de la place pour la grosse scène d'action, enfin les grosses scènes d'action au final, tu vois. Ouais. Ils ont dû trancher à mon avis, c'est vraiment juste ça, quoi.
Parce qu'on sait, comme pour les films Warner Bros, qu'il y a des durées cibles. Oh non, ça n'a rien à voir. Non. Là, je pense que c'est des questions de. Tutsi-Ara, il était à l'époque. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais en plus, c'est Warner Bros France, donc je sais pas, non, ça n'a absolument rien à voir avec ce genre de choses. Tu penses que même 1h40, c'est aussi un format qui est assez standardisé? Non, mais ça, c'est le format standardisé, mais c'est indépendant du studio de production. C'est juste le format standardisé des films en général. C'est entre 1h et 1h20 et 1h40. C'est vraiment la case idéale, tu vois. Mais ça, c'est parce que c'est le format qu'on s'est imposé de façon générale. Après, moi, le rythme, il me va. Pour l'exploitation. Si non, pour le coup, au moins, t'as pas le problème de c'est trop long, je sais pas quoi, parce que ça avance, tu vois. Et justement, tu sens pas le temps passer. T'as très peu de repos, justement. T'as très peu de temps mort. Alors, au défaut d'un manque d'exposition pour certains personnages, par exemple, mais au moins, tu peux pas dire ouais, je me suis ennuyé. Et je pense que pour un premier film, pour un truc où tu dis je vais faire du super-héros mais en France et à la française et on va devoir me prendre au sérieux, j'imagine que la plus grosse crainte et tout, c'était justement d'avoir peut-être des temps morts et qu'on se dise vas-y, film français, on se fait chier, c'est pas comme les... Non, parce que voilà, tu t'arrives quand même dans une cour où toi t'arrives en 6ème et t'as les terminales qui font les caïds avec leur logo Marvel, tu vois. C'est vraiment ça, t'arrives après 10 ans de Marvel Studios et 23 films. Bien entendu que le public qui ne s'intéresse pas au projet d'abord et donc qui voit pas qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la proposition du fait que ça vient d'un bout. Combien de fois moi j'ai vu sur l'enfer des réseaux sociaux, mais des gens qui justement disaient ouais ils veulent faire The Boys, je sais pas quoi, ou ouais ils font Project Power et machin, sans se renseigner sur depuis quand le projet date, de quoi ça parle et d'où ça vient. Et forcément t'as quand même une pression assez difficile. Alors d'autant plus parce que maintenant c'est arrivé sur Netflix, mais même quand t'étais au cinéma, où justement on a cette super-héros fatigue, on a voilà, des Marvel, des Warner par douzaine tous les 5 ans là, et là il y a quelqu'un, un premier réalisateur qui dit bon bah voilà, je vais aussi vous faire du super-héros, vas-y les gars, checkez, ça va être bien. Il y a personne qui est là pour dire ok je vais dessus, en fait faut que le réalisateur fasse ses preuves, faut convaincre, et vu qu'on a ces a priori culturels qui sont assez forts. Et je pense que voilà, les commentaires sur les réseaux sociaux l'ont montré que c'est toujours présent. Bah ouais, la pression justement sur le rythme et ta capacité à dire les gars, je vais vous divertir. Peut-être aussi pour ça sur le côté manque de thématiques sociales ou de dépictions forcément très accurate sur certains points. Est-ce que ça vient pas aussi juste du fait que, en fait, je suis là pour effectivement plus divertir, plus faire une présentation de quelque chose que je kiffe, plutôt que de vraiment vouloir explorer le genre à fond. Si vous voulez vraiment détailler sur c'est quoi la perte de libido quand t'as des super pouvoirs et le traumatisme des gamins que t'as embarqué dans ta truc. Il y a Titans. Il y a Titans, c'est sûr. C'est sûr, mais surtout il y a le bouquin du coup t'as le bouquin de Gerald Bronner qui explore ça plus en détail. Allez, pardon. Mais du coup, j'imagine que le réalisateur, il a dû avoir... parce que c'est adapté d'un livre, donc il a pas du tout eu, c'est pas un roman graphique ou un truc. Non, c'est un roman, c'est un roman de bouquin. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a eu. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien les costumes, j'aime bien les couleurs. C'est une preuve que tu n'as pas écouté le podcast que j'ai fait avec lui, parce qu'il y a un an, il n'y avait pas de spoiler, enfin un petit peu quand même. Si, c'est vrai. C'est Alexis Briclot du coup qui a travaillé. Et Alexis Briclot travaille chez Marvel aussi, quoi. Donc, Alexis Briclot, concept artiste, qui a fait du Spawn, qui a fait The Art of Alexis Briclot, qui a fait effectivement beaucoup de concept art pour Marvel Studios, notamment parmi lesquels la réinvention a priori du costume de Hela se base sur son design à lui, et qui est un mec beaucoup trop fort, qui a fait du jeu vidéo chez Dontnod avec Remember Me notamment. Oui. Qui est juste une brute épaisse et l'un des plus grands artistes français numériques. Voilà, salut. Ouais. Non, mais voilà, c'est vrai que grosso modo, de toute façon, c'est Andy Park, l'autre qui est chez eux. Ouais. Andy Park. T'as Andy Park, Alexis Briclot et Ryan Meinerding, qui sont quand même trois des gros artistes qui sont très, très, très employés chez Marvel. C'est vrai que du coup, Briclot est quand même plus influence métal, nordique, années 90, Spawn et tout. Meinerding est beaucoup plus américain, beaucoup plus classique, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, les costumes... alors moi, je trouve que ça manque un peu de couleur, en l'occurrence pour le trio de tête. Ouais, mais parce que je pense que voilà, t'avais la peur d'être trop flashy, d'être un peu trop kitsch. Voilà. C'est le côté aussi Hancock, tu vois, c'est le costume d'Hancock, c'est noir sur noir et tout, tu vois. Ces réinventions de super-héros, rarement, justement, aller beaucoup trop loin pour pas désarçonner. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu vois même Cornillac, je trouve qu'il est crédible dans son truc, tu vois. Je sais pas si tu voulais intervenir. non, je voulais juste confirmer ce que tu disais concernant les costumes, parce que quand j'avais vu les premiers, ça peut faire vite cheap en fait, ce type de costume, les espèces de
trucs qui redescendent au niveau des favoris. Là, je fais des gestes. On est dans un podcast, ça fonctionne pas du tout. mais ça peut être très cheap. Mais le long manteau qu'il a, tu vois, j'ai un trou de mémoire. Gigaman. Gigaman. Cornillac, non non, pas Cornillac. Ah non, Monte Carlo alors du coup. Monte Carlo. Ça fait vraiment flic. Roublard. Ancien roublard, truc comme ça. Et ouais, ils ont tous. Moi, je voulais en parler, dire que moi j'ai trouvé ça beau. Non, mais t'as raison, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé parce que c'est quand même important dans le super-héros. Il y a le look de Bekti aussi, mais sans costume. C'est genre en mode tatoué, un petit peu copon. Et tout. Ouais, la mèche bleue, machin. Ça lui va vachement bien ce style-là. D'ailleurs, c'est pareil, Bekti, justement, c'est amusant parce que déjà, bon, il y a des vannes sur son truc-là, mais limite, je trouve que quand elle combat en costume, ça fait quelque part un peu plus réaliste que les scènes de combat très chorégraphiées avec des secondes équipes à la style ski, etc., où t'as des plans qui débulent, t'as de la shaky cam et tout. Là, c'est plan fixe, baston à la main, tu vois, elle esquive les coups et tout. Limite, ils ont été formés, paraître en fait ouais. à la Marvel qui veut absolument que chaque coup ait un impact, qui fasse trembler les murs, etc. Tu vois, quelque part, ça va avec le côté plus humain et aussi peut-être plus raisonnable en fait du film. Qui marche bien, quoi. Elle a une vraie vibe Phoebe dans les Sœurs Halliwell. Bah oui, mais ça, c'est les prophéties, frère. Je sais pas si dans le livre c'est pareil, mais non, il y a pas. Mais de toute façon, il y a pas Calista dans. Ah, ok. Non, il y a pas tout ce côté. En fait, il a adapté. Non, je disais. Non, mais attends, j'ai dit dans l'intro de ce podcast quand même tous les éléments qui étaient repris, mais après vraiment, c'est cette idée du gigapack. Enfin, elle est évoquée qu'il y a eu une époque où où justement les super-héros évoluaient en pack. Et travailler avec la police, mais pareil, c'est aussi après une grosse désillusion sur le fait qu'il y en a plein qui sont morts en activité surtout, et qu'en fait, ouais, parce que Bronner, je crois qu'en fait, limite, faudrait que je l'invite pour en discuter avec lui, mais je suis pas certain qu'il soit très positif en fait sur l'image du super-héros qui soit vraiment dans le délire de ouais, je trouve que les super-héros c'est utile à la société. En tout cas, il est vraiment plus dans l'approche de, en fait, si ça se passait vraiment, bah, clairement, ouais, vous crèveriez tous, en fait, en essayant de faire vos actes héroïques, parce qu'en vrai, bah, justement, le vrai monde de la réalité, c'est pas une bande dessinée. Donc, en fait, quand vous prenez des coups, en fait, bah, vous crevez. Quand c'est des coups surhumains. Et ça avait un peu fait, pour le coup. Oui, dans une autre. Mais ouais, mais Kika, c'est un délire de sale gosse, quoi. Ouais, mais c'est quand même l'un des films de super-héros les plus violents que. Oui, bien sûr. Vu, tu vois, bien sûr. Après, c'est plus que c'est de la violence aussi qui est un peu psychologique dans le bouquin, quoi. Mais voilà, là aussi, je pense que c'était pas non plus le but recherché de Douglas Adams. Pour moi, le but, de toute façon, c'est un premier film, donc c'est évidemment c'est imparfait, c'est normal, ça se travaille après une filmographie. Mais parce que par exemple, même Grave de Julia Ducournau n'est pas un film parfait, voilà, n'en déplaise aux fanzouz. Je viens d'énerver plein de gens. Mais typiquement. Ça reste un très bon film aussi. Hein. C'est un très bon film aussi, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est grosso modo, tu trouves ton style, tu trouves tes thématiques tes marques. avec le temps. Au départ, c'est comme un premier bouquin, tu démarres fort parce que tu as envie de communiquer un truc. En l'occurrence, là, je pense que le moteur, entre guillemets, du projet, c'est la passion des super-héros, hein, simplement. Je pense que c'est cette envie, en fait, de dire, moi, je suis un Français, j'ai grandi avec Taxi et avec Marvel. Et j'ai envie un petit peu, moi, de faire mon truc, ma déclaration, ma lettre d'amour aux super-héros. Je vais la faire à ma façon, etc. Et pour le coup, c'est vrai que. Et surtout, je vais le faire sincèrement, et c'est ça qui transparaît vraiment en premier. Ouais. Par rapport justement aux productions hollywoodiennes, où il y a toujours une partie du truc où tu sens que les défauts sont parfois souvent imputables à la production, au fait que c'est beaucoup plus formaté, c'est beaucoup plus dirigé. On parle de Black Widow, les 4 happy ends successifs où on a sauvé, je sais pas, c'est pas les Black Widow, mais on a sauvé lui, on a sauvé elle, on se réunit, on fait des bisous, etc. C'est vraiment américano-américain, tu vois. Que là, je trouve que les défauts sont plus liés à un manque d'expérience ou à un manque de place que, à mon avis, vraiment à un truc qui lui aurait été imposé ou par Warner. Bah non, surtout qu'en plus, ils ont eu du mal. Hein. On l'a dit, première présentation 2015, sorti en 2021. Alors, t'enlèves l'année blanche de 2020, du coup, ça serait quand même sorti en 2020. Ça aurait quand même mis 5 ans de développement. C'est quand même long aussi. Et puis, dans le podcast, il nous le disait.
Douglas Attal, qu'il y avait eu des refus, qu'il y avait des désistements ou des difficultés à faire financer ça parce que forcément les partenaires aussi ils se disent des super-héros français, moi j'ai peur de l'argent. Mais tu vois, par rapport à Project Power, donc qui est quand même, on peut le comparer. Mais qui du coup est financé par Netflix, enfin qui est une production américaine. Je sais, mais on peut le comparer. Alors que là Netflix récupère au final un film qui devait sortir au cinéma. C'est ce que j'allais dire en fait. Tu vois, en fait là voilà. En fait j'allais dire que les deux pourraient être comparés parce qu'ils sont sur Netflix tous les deux, mais que Project Power est une production américaine. Voilà, merci Arnaud. Bah de rien. Mais typiquement Project Power, c'est... Alors pour le coup, il y a un message sur le fait d'être noir aux États-Unis, il y a un message sur la société, sur le critère différenciant que c'est en fait d'être né avec telle ou telle couleur de peau. Et c'est intéressant parce que c'est vu par une jeune femme noire. Mais derrière ça, le film, c'est une très grosse série B. Les super pouvoirs, c'est juste un motif pour avoir de belles scènes d'action. En vrai, il pourrait se jeter des boules de neige, ce serait pareil, sauf que elles seraient, je sais pas, plus blanches, tu vois, que les boules de feu. Mais grosso modo, le film, en l'occurrence Project Power, ils en ont rien à foutre des super-héros. Ça se voit très clairement. Ils parlent même pas, d'ailleurs, je sais même pas si le terme super-héros est utilisé, mais t'as les mêmes mafieux qui s'échangent les mêmes produits, t'as le même flic un peu fourbu qui est Joseph Gordon-Levitt qui veut essayer de faire un truc, t'as Jamie Foxx qui lui est un peu plus le brigand, etc. Le film, grosso modo, utilise la panoplie thématique et visuelle du super-héros. Par contre, je serais surpris de savoir si le réalisateur a déjà ouvert une BD dans sa vie. C'est clairement pas le but. Et là, pour le coup, non pas qu'il soit comparable en termes qualitatifs, mais à échelle comparable, à sujet comparable, quand même, tu vois qu'il y en a un qui est vraiment un vrai gros geekos et l'autre qui avait plus envie de faire une série B un peu musclée, quoi, on va dire, avec des effets spéciaux, et que donc, comme les super-héros sont à la mode, et c'est là que du coup on rejoint avec le côté pourquoi les Américains font encore du super-héros alors que beaucoup de gens en ont marre. Parce que simplement, voilà, c'est le pognon est là, tu vois. Donc, quelque part, je trouve que c'est plus louable quand t'es justement un jeune réal français qui veut, en France, justement, d'un pays qui, même si on a un historique avec les super-héros, on n'a pas beaucoup de films français de super-héros. Non, bien sûr, et puis les historiques en comics sont là aussi, mais clairement, il n'est pas du tout. Même nous, ce qu'on fait sur Comics Blog, on n'en parle jamais, alors qu'il y a des choses encore qui se font, mais on en parle très très peu. Voilà, quoi. c'est ça. Et puis même les prods d'action, aventure, en France, ça se raréfie un peu, j'ai l'impression. T'as encore des films de flics. T'as encore coup-ci coup-ça une comédie qui va avoir, comme au 77, tu vois, beaucoup de budget et des scènes d'action qui pourraient être intéressantes, mais c'est toujours le spectre de la comédie qui prime. Nous, en France, on fait des drames, des films d'auteur et des comédies. On fait très peu de genres, ou alors quand on en fait, c'est du cinéma d'horreur parce que quand même, on aime ça. Mais c'est souvent un peu moins bien vu de faire ça en France. C'est pas que c'est pas bien vu, c'est que c'est juste pas faisable, c'est parce que c'est pas soutenu. Je veux dire, c'est un serpent qui se mord la queue, mais dans le mauvais sens, parce que du coup, c'est juste, on fait pas de genre. Du coup, on dit, bah ça marche pas. Du coup, ils sont pas financés. Du coup, il y en a pas. Et du coup, c'est parce que ça marche pas. C'est la même façon que ça s'entretenait pendant les 10 dernières années sur les films de super-héroïnes, ça va pas marcher, donc on en fait pas parce que ça marche pas. C'est quand même qu'Alexandre Aja était aux États-Unis pour faire ses films à lui parce qu'il en avait marre de la prod française, tu vois. Enfin. À un moment donné aussi, il y a un truc par rapport à la frilosité locale sur tout ce qui n'est pas directement une famille dans un village français, et que là, en l'occurrence, c'est plutôt agréable, justement. En plus, sur Netflix, quelque part, c'est vrai que moi, je suis pas forcément... J'aurais bien vu sur grand écran aussi, ce qui n'a pas été mon cas, j'ai pas eu le temps, en fait. Peut-être qu'il trouvera un public aussi dans le pays où, entre guillemets, les super-héros sont la norme de la fiction. C'est vrai qu'il faudra aller cibler des auteurs ou des artistes, leur dire hey, les gars, vous avez vu qu'il y a eu ça, dites-nous ce que vous en pensez. Je sais pas. Ils l'ont fait doubler Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que les Américains, par contre, il faut lire les sous-titres. C'est vrai qu'ils ont encore plus de mal que. Sauf quand il y a les assez doux, là ça va, mais là pour le coup, elle est pas là, donc ils sont un peu baisés. Non, je sais pas, mais c'est vrai que je serais curieux de voir des réactions de spectateurs ricains et des trucs. Mais je crois que j'ai vu des trucs en anglais qui disaient qu'ils avaient apprécié tout ça, quoi. Donc une suite, vous avez envie d'une suite alors? Moi, j'ai une suite où on parlera des anti-vax. Il y aura le. Ah bah là, du coup, par rapport à la teneur politique du truc, ça va grimper un peu de façon un peu rude. Là, du coup, là, peut-être qu'il y aura des problèmes de financement et des problèmes de production du genre. Vas-y, te mêle pas de ça. Moi, je serais pas étonné que vu que, enfin, si le film est un succès ou un petit succès sur Netflix France, ils ont aussi besoin de produire en France maintenant. Ouais, en local, Ils sont obligés de produire en Europe parce que maintenant on leur oblige, enfin, leur impose ça, sinon après ils sont taxés plus fort. Douglas Attal, il a montré qu'il savait faire des scènes d'action, des effets spéciaux, gérer une équipe, des gros acteurs. Peut-être que. Alors après, là aussi, le film tombe pendant le festival de Cannes, à une vache près, grosso modo, donc les gens ont le regard tourné vers d'autres productions en ce moment. Mais peut-être que si le film, voilà, encore une fois, marche suffisamment, Netflix aura envie de remettre le couvert pour peut-être autre chose. Pas forcément ce film-là, pas forcément Comment je suis devenu 2, mais peut-être que. Le truc, c'est que de toute façon,
la suite ne s'appellera pas Comment je suis devenu super-héros 2. Comment j'ai arrêté d'être super-héros. Non, je sais pas, c'est je suis super-héros. J'ai arrêté. Ou comment j'ai arrêté d'être super-héros. Je sais pas, je vais dire un truc trop comme le titre, tu sais, de Insaisissable en VO, c'est Now You See Me. Ouais. Et le 2 s'appelle Now You See Me Too. Ouais. Enfin, tu vois, alors que tu aurais dû l'appeler Now You Don't. Ouais. Now You See Me, Now You Don't. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus logique, mais ils l'ont pas fait parce que c'est des crétins. Ouais. Donc quoi, parfois les bonnes idées se perdent. Mais donc, peut-être pas pour un Comment je suis devenu ou autre titre, mais à mon avis, ouais, si. Enfin, c'est vrai qu'on manque un petit peu de films un petit peu d'action, colorés, comme ça. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison, quoi. J'ai vu que ça streamait un peu pour d'ailleurs le son de Oxmo. Et Nemir. Avec Nemir, ouais, parce que c'est un petit peu dans le son de l'été, tu vois, il fait moche en ce moment, donc on n'a pas encore. Je t'avoue que c'est vrai que je trouve super agréable dans le sens, enfin, il est très joyeux. Du coup, bon, les paroles sont pas ultra dingues. C'est pas du grand Oxmo. c'est pas les meilleurs travaux d'écriture d'Oxmo Puccino. Après, c'est vrai, mais après, j'ai bien apprécié, alors que pourtant, en plus, je t'en ai déjà parlé en off, tu vois, mais ce genre de hip-hop, trompette, tout ça, c'est vraiment pas ma cam dans le registre de hip-hop et du rap. Donc, mais là, ouais, non, c'était plutôt plus rap. Après, par contre, ce qui est vraiment lourd, c'est juste d'avoir réussi à faire venir Oxmo sur. J'aurais préféré l'enfoiré, du coup. Ouais, j'aurais carrément un bon rap de chicha, là, ça aurait été. Tu my band. C'est ça. C'est ça, genre pouvoir Godreau. Moi, pour la suite, je te coupe. Vas-y. Pour une suite, moi, j'aimerais bien une suite, mais pas forcément avec les mêmes personnages principaux. Voir un peu l'univers, ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe dans un petit village. Enfin, moi, déjà, un petit village français. C'est dans un petit village de super-héros comme ça. Tu peux faire un gros. Tu fais Dolmen, mais en super-héros. Tu vois, voilà. Ou à Rennes, il y a du. Après, l'avantage, c'est que clairement, c'est vrai que je sais pas dans quelle mesure Netflix aurait le budget de pouvoir se payer de nouveau Pio, Vimala et tout ça. Au pire, tu peux partir dans un à côté, enfin, et de dire, bah, on va suivre, plutôt une. Il faut un crossover avec la série Marseille de Netflix. Non, il ramène Magimel et en fait, il explique qu'il a des pouvoirs depuis le début. Tu ramènes GG aussi. Sauf que le pouvoir de Magimel, c'est juste qu'il veut te prendre par derrière tout le temps. Moi, je pense Gérald Depardieu en Wilson Fisk, français. Moi, je suis chaud bouillant. C'est vrai que ça pourrait très bien matcher. Ouais. C'est vrai que on l'appelle l'ogre. C'est le baron de la drogue ici à Paris, on l'appelle l'ogre. Et t'as le gros Gérard qui arrive comme ça. Non, mais qui arrive comme ça, boursouflé là, maintenant comme il arrive. Et il fait. Non, mais vraiment, parce qu'il est imposant. Et je suis désolé. Ah oui, non, ça, il est imposant. Bah voilà, on peut le dire. Et non, mais juste que du coup, on l'appelle l'ogre, et puis t'as le mec qui a fait une baraque qui fait, mais tu sais ce que je vais te faire, moi, je vais te bouffer. Je vais te bouffer tout cru, comme ça. Et genre, il fait. En vrai, il ferait. Ramenez-moi de la moutarde. Et un bon pinard, comme ça. Mais c'est vrai que l'idée du spin-off marseillais, moi, ça m'intéresse. Tu vois. Mais ailleurs en France, en comprenant les références que peut avoir Douglas, parce que je comprends de ce que j'ai vu du film, je me dis que ça pourrait être intéressant, un petit côté un petit côté en mode marseillais, truc. Mais du coup, ce sera encore le festival des mecs de cité avec des calages, quoi. Mais que ça soit là du point de vue peut-être des mecs de cité avec des mecs de cité, quoi. Qui soient ça des personnages, quoi. Bah ouais, pourquoi pas. Pas des je sais pas, des espèces d'êtres qui servent uniquement à faire avancer le récit, quoi, mais qu'ils existent vraiment en tant que puis voir comment pareil, tu fais un récit coming of age ou comment tu t'en sors avec des pouvoirs dans un milieu où t'es déjà stigmatisé parce que justement t'es issu de l'immigration, mais en plus tu l'as encore plus parce que t'as peut-être des pouvoirs qui peuvent être dangereux, un peu comme Black. Ouais, carrément, mais c'est encore un postulat différent, quoi, parce que là c'est carrément donc Black, c'est juste un comics qui imagine d'une Amérique où tous les noirs ont des super pouvoirs, donc seuls les noirs ont des super pouvoirs, pas tous les noirs. Oui, pas tous les noirs. Du coup, il y a un jeune de cité qui manque de se faire rafale par les condés. Et après, il est récupéré par un organisme qui détecte qu'il y a des pouvoirs. Et du coup, dans ce monde-là, évidemment, les Blancs vont se sentir assaillis. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a toujours pas vu, d'ailleurs. Le côté... à part, du coup, maintenant, il y a des films revendicatifs, on va dire. Mais c'est quand même encore très récent. A priori, aussi, il y a peut-être Miss Marvel. Le côté un petit peu comme ça, jeune des quartiers un peu populaires et tout.
Ouais, mais bon, à la différence près que en vrai, dans le contexte actuel, en vrai, si tu débarques en disant ouais, je veux faire un film pour parler d'immigration et de super pouvoirs et de ces trucs, les gens ils vont dire ouais, tu veux faire un film indigéniste et ils vont juste pas te financer le C'est vrai truc. qu'en France 2021. Non, mais en vrai, non, mais sans faire de blague, je pense que ça te crée des soucis juste pour trouver la thune de le faire. Donc c'est un autre. En tout cas, voilà, il y a quand même plusieurs façons de faire une suite. Si c'est Netflix, ils ont moins ce rapport. C'est vrai aussi que sont pas frileux. C'est vrai qu'eux ne sont pas cinéma français. Oui, c'est vrai que vu que Je me Netflix. rends pas trop compte de qu'est-ce qu'ils ont fait en prod française. Ils ont fait Marianne qui était pas ouf, quoi, mais ils ont fait Marseille. C'était pas mal, mais c'était pas ouf. Ils ont fait La Révolution. La Révolution. La Révolution, c'était beau, mais c'était beau à crever. Franchement, il y avait des plans de dingue, mais je t'avoue que c'était pas incroyable, quoi. Mais après, il y avait un travail de l'image assez ouf, quoi. Donc ils en font quand même. Il y en a. Ils font Emily in Paris, du coup, non? C'est pas un truc français, ça? Non. Non, c'est Ricain, du coup, qui vient. C'est complètement Ricain. C'est Dara Star qui a fait Sex and the City avant, qui fait cette série-là. D'accord, ok. Donc rien à voir. D'ailleurs, c'est pas du tout parisien. C'est parisien avec un filtre sépia. Bah, c'est l'image. Non, mais c'est l'image de Paris que se font les Ricains. C'est nommé aux Emmy Awards. Qu'est-ce qui se passe cette année? Incroyable. Non, mais le monde d'après est bizarre. Mais par contre, quand même, faut se rappeler que Netflix a juste acheté le produit. Ils l'ont pas les droits de distribution. Ouais, mais faut voir quelle est la teneur de l'accord et si justement si ça marche bien. Je veux dire, Warner et Netflix produisent des séries. C'est le cas de Sweet Tooth, c'est le cas de Titans aussi. Tu vois, où ils ont des accords et tout ça. Effectivement. Donc, il y a aucun souci pour qu'une coprod se fasse après. Mais ça, c'est possible parce que je sais que HBO, ils ont commencé à faire des productions, par exemple en Espagne ou dans d'autres pays, comme Patria, je sais pas si vous l'avez vu. C'est sur les. Ça, c'est ouf, c'est sur les indépendantistes en Espagne, basque, ouais. Et en fait, ils veulent. Et HBO et Warner, ça. HBO, ça appartient à Oui, ça Warner. Après, il n'y a pas HBO en France, quoi. T'as OCS qui, grosso modo, rapatrie tous les programmes HBO, mais voilà, c'est pas. Non, mais c'est pas du tout la même chose et c'est pas. Donc, c'est encore très particulier. Warner Bros. France. Ouais. Ce qui est déjà bien. Voilà. Mais peut-être que, peut-être qu'il y a moyen de s'amuser. De toute façon, je te dis, Netflix, ils vont être obligés de produire du français maintenant, ou enfin français ou francophone au moins. Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné, ils mettent la thune quelque part. Et c'est vrai que quand tu considères Project Power, quand tu considères. Le fait que Prime Video ait The Boys, le fait que ce soit aussi mais Disney Plus avec les séries Marvel, en fait chaque plateforme a besoin d'avoir une prod super-héros parce que ça drague le public en fait simplement. Même Project Power, je crois que ça a bien marché sur Netflix. Ils avaient revendiqué un truc comme parce qu'après ils gonflaient les chiffres 30, 40, 50 millions par là, tu vois. Donc ça coûte pas cher à faire pour eux parce qu'ils ont quand même un carnet de chèques un peu plus épais que beaucoup de studios français. Peut-être que voilà, Douglas, tu nous écoutes, les appels vont se faire, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on te le souhaite, puisque franchement, vu le ressentiment, le sentiment général, parce que le ressentiment c'est pas bien, c'est le sentiment général qui est quand même plutôt positif par chez nous. Effectivement, on espère que ça pourra mener à quelque chose d'autre, alors que ce soit une suite ou juste ou une suite spirituelle ou quelque chose dans la même veine. En tout cas, on espère que ça mènera et surtout, ça montre quand même que voilà, on est en France, on est capable de voir ce genre de proposition super-héros qui est viable, qui est intéressante. Et donc, on espère que ce podcast vous a plu. Donc, le film, si vous l'avez toujours pas découvert et que vous avez quand même écouté le podcast, c'est un peu dommage parce que du coup, vous étiez en full spoiler depuis les trucs, donc vous savez déjà tout. Mais le film est donc disponible sur Netflix depuis le 9 juillet dernier. On vous recommandera de le regarder et surtout de le faire savoir. Après, si vous avez kiffé et tout, n'hésitez pas à partager. Soit à faire votre commentaire sur le réseau ou à partager le podcast qui en parle, celui-là ou celui qu'on a fait avec Douglas Attal et Vimala Ponce. Vous pouvez faire vos retours également sur les réseaux, sur ce podcast et sur le WordPress sur lequel le podcast est également hébergé dorénavant. Et puis partagez aussi tout ça, faites vivre le truc et puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Et Aristide, merci d'avoir été là avec nous. Bisous, à la prochaine. Ciao, merci. Ciao.